Salut Pauline, on va faire un petit épisode spécial. Alors déjà, bienvenue sur Fait Main, et puis du coup, bienvenue sur Haricots Verts, c'est ça? C'est ça, exactement. Je suis ravie de te co-recevoir. Enfin, je sais pas trop. Sur le podcast Haricots Verts, je suis ravie de t'avoir parce qu'en fait, comme je te l'ai dit quand on préparait, pour moi, t'es quand même une belle inspiration et ça m'a fait hyper plaisir qu'on puisse et que tu acceptes qu'on fasse ce podcast croisé toutes les deux pour parler Avec grand plaisir. respectivement de nos sujets. Ouais, avec grand plaisir. Et effectivement, on a finalement peu l'habitude de parler avec nos pairs directement. Donc voilà, deux podcastrices. Alors, on est parmi autre chose. Est-ce que je te laisse te présenter, Pauline? Allez, c'est parti. Donc, Pauline Leroux, pour ceux qui me connaissent pas, je suis l'animatrice du podcast Haricots Verts et pas Artecots Verts, s'il vous plaît. Donc, c'est un podcast qui parle de couleurs végétales, donc la couleur qui vient des plantes. Donc, une couleur qui était utilisée de manière ancestrale dans plein de sujets. On le verra toutes les deux. Et donc voilà, animatrice d'un podcast, tu sais ce que ça veut dire derrière, il faut trouver un modèle économique et j'espère qu'on pourra en parler aussi de nos difficultés, voilà. Et donc il y a ce podcast et autour, il y a toute l'activité autour de la couleur végétale. Et pourquoi je suis venue frapper à ta porte? Parce que je pense que on pourrait faire quelque chose de bien toutes les deux. Donc est-ce que toi, Mélanie, tu peux te présenter aussi aux auditeurs d'Haricots Verts qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Donc Mélanie Sénat, moi je suis l'hôte du podcast Fait Main depuis 5 ans et demi. J'ai longtemps été, jusqu'à il y a 2 ans, j'étais salariée, je travaillais en tant que directrice marketing et communication. Maintenant, donc je suis animatrice du podcast de manière, enfin voilà, ça fait quand même une grosse partie de mon activité. Effectivement, on peut parler du modèle économique. Ça fait partie de ça, comment dire, ça concerne beaucoup d'heures de travail. Une petite partie de mes revenus. Et puis donc sinon je fais du conseil en marketing. Je suis restée dans le marketing et la communication exclusivement pour des marques créatives. Voilà, donc du conseil, de la réalisation d'actions. Et puis j'ai une activité de formatrice parce que j'adore transmettre ce que j'ai appris au fil des années parce que j'ai 43 ans et ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le web, dans le marketing et tout ça. Justement, c'est vraiment pour ça que je trouvais qu'on avait des points communs et des choses à faire ensemble. C'est que tu es sur la partie créative, DIY, moi que j'appelle mes artisanes. C'est mon petit mot gentil pour ces auditrices là. Il y a beaucoup de personnes dans ton podcast que tu reçois qui travaillent sur des supports qui pourraient très bien être colorés à la couleur végétale. Donc, première raison pour laquelle j'ai pensé à toi. Deuxième raison, quand j'ai vu que tu lançais tes ateliers d'entrepreneuriat, d'aide aux personnes en difficulté dans la créativité, tu vois, est-ce qu'on peut vivre de la créativité, etc. Je me suis dit, c'est un sujet qui revient énormément auprès des auditrices du podcast, des artisanes qui travaillent la couleur. Et tu as écrit des livres, tu as structuré ton business autour du podcast. Et ça, je trouve que ce serait aussi intéressant de parler un peu du revers de la médaille et de ce que nous, on vit derrière des épisodes de podcast qu'on met librement à tous. Ça m'intéresserait qu'on puisse faire rentrer les gens dans nos coulisses, en fait. Voilà. Eh ben, volontiers. Moi, j'adore ça. Déjà, écouter les coulisses des autres. Je trouve ça toujours intéressant. On apprend toujours plein de choses et c'est inspirant pour nous. Donc, c'est parfait. Bon, top. Est-ce que tu veux... Vas-y. C'est normal. On est deux animatrices, c'est normal. Vas-y. Mais moi, je veux bien que tu me dises, parce que je suis curieuse de savoir, quand tu dis que tout le monde, finalement, toutes les créatrices peuvent inviter la couleur végétale dans leur création, tu penses à quoi? En fait, j'ai regardé donc sur ton site internet les rubriques que tu avais dans les DIY et les invités que tu avais eus. Et globalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 90% des personnes qui sont venues sur ton podcast qui pourraient inviter la couleur végétale dans leur création. Et moi, mon message aujourd'hui, si j'en ai un, c'est de dire essayez juste cette couleur végétale dans vos créations. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, comme je te disais, la couleur végétale, c'est la couleur qui vient des plantes. Attention, c'est pas la couleur de la fleur qui donne sa couleur véritable, c'est-à-dire devant une fleur violette, tu n'as pas du violet. C'est ça le piège, c'est-à-dire que la couleur, elle est vraiment cachée à l'intérieur de la plante. Et donc, cette couleur végétale, comme je te disais, c'est vraiment quelque chose qui était utilisé de tout temps
avant l'arrivée des colorants de synthèse au 19e siècle. Donc tout ce que tu avais avant, la couleur venait des plantes, des minéraux et des animaux, notamment des petits insectes. Bon, nous, on se focalise sur la couleur végétale. Et donc en fait, cette couleur, elle s'applique, donc elle s'extrait. Donc tu peux cultiver tes plantes tinctoriales dans ton jardin et être en autonomie sur tes besoins. Tu peux aller les glaner en plantes sauvages quand tu vas te balader le midi, etc. Et ces plantes, tu viens les transformer pour en extraire le colorant. Et ce colorant, eh ben, tu peux l'appliquer dans le textile. Donc, j'ai vu que tu avais beaucoup de personnes qui faisaient du textile, de la couture, de la broderie sur le fil, etc. Donc vraiment tout support naturel, laine, lin, chanvre, enfin vraiment tout ce qui est naturel globalement prend la couleur végétale vraiment facilement. Tu peux l'appliquer dans d'autres domaines d'application. J'ai vu que tu avais toi des pâtissières créatives. Donc j'en ai reçu une, Happy Pastille. La couleur végétale peut aller dans l'alimentation. D'ailleurs, les colorants alimentaires sont tous basculés du synthétique vers le végétal. Il y a quand même des raisons, on en parlera plus tard. Dans la cosmétique aussi, tu peux faire des savons avec des couleurs végétales magnifiques. Tu peux travailler des crèmes. Tu peux faire de la coloration capillaire avec des plantes. Qu'est-ce que je t'ai noté d'autre? J'ai vu que tu avais des artistes, aquarelles, peinture, etc. Donc ça peut se faire avec des encres, avec de la couleur végétale, des pigments végétaux. Et j'ai vu également que tu avais des calligraphes. Et la calligraphie, on peut fabriquer nos propres encres avec des plantes de ton jardin, notamment la ronce ou d'autres ressources, et faire tes calligraphies. Non, mais quand j'ai lu toutes tes rubriques, je me suis dit, mais en fait... Et donc, la seule rubrique, pour faire plus court, où j'ai constaté que ça allait être compliqué, c'est tout ce qui est poterie et céramique. Pourquoi? Parce que la couleur végétale, elle est vivante, et quand tu la chauffes, elle s'altère. Enfin, tu vois, elle tient pas aux températures auxquelles tu vas faire ta poterie, quoi, par exemple. Et alors, sur de l'argile autodurcissante, tu crois que ça fonctionnerait? Alors là, c'était ma question. Je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Ça, je vais me le noter. Voilà. En tout cas, c'est le seul domaine où j'ai vu que tu pouvais pas appliquer la couleur. Tout ce qui est scrapbooking, carterie, etc. En fait, sur le papier, ça marche aussi très bien. Tu peux teindre ton papier aux couleurs végétales, faire des marque-pages, des carnets, etc. C'est très large. Donc, le seul truc à retenir, c'est un support naturel. Prends la couleur végétale, de la corde, de la plume, du bois, du papier, du lin, enfin toutes les fibres naturelles. Alors donc ça veut dire parce que donc moi j'ai pas de ronces sur mon balcon, j'ai un balcon, j'ai pas un jardin. Qu'est-ce que je peux utiliser? Alors peut-être pas sur mon balcon, mais c'est quoi les plus courantes? Les végétaux, voilà, les plus courants avec lesquels je peux colorer par exemple. On va prendre quelque chose à base de fil, tu vois, de la laine ou quelque chose comme ça. Et puis après, je viens sur le papier. Globalement, tu vas voir que les ressources tinctoriales sont globalement les mêmes et elles ont des petites différences en fonction des domaines d'application. C'est-à-dire qu'il y a des plantes ou des ressources végétales que tu n'utilises pas dans d'autres domaines. Donc, si on vient sur les laines, où j'ai eu beaucoup d'actrices aussi sur les laines, parce que c'est vraiment une matière. Donc, les matières d'origine animale, laine, etc. C'est vraiment, ça prend vraiment super bien la couleur végétale pour le coup. Et donc là, tu peux avoir plein de ressources, de la rhubarbe, tu peux avoir des baies aussi qui teignent, tu peux avoir la garance. Donc la garance, c'est une racine il faut patienter pour l'avoir, ça dure minimum 3 ans. Et de cette racine, tu obtiens un rouge. Ouais, mais t'inquiète pas, les agriculteurs, ils y ont pensé. T'as des stocks qui sont déjà là. Hein. Donc, si vous vous lancez, il y a ce qu'il faut. Donc, la garance te donne des rouges magnifiques. Tu as des résédas. Donc, le réséda, c'est des plantes qu'on pourrait considérer, tu sais, presque comme des mauvaises herbes. Tu passes à côté, tu t'en rends pas compte. Et en fait, c'est beaucoup ça, ce qui est beau dans la couleur végétale, c'est que, en gros, si tu vas te balader dans les champs, t'as énormément de ressources tinctoriales disponibles gratuitement. Donc, il faut les cueillir avec parcimonie et respect, etc. Mais en gros, tout ce que t'as autour de toi, la fougère, les carottes sauvages, les pissenlits, le lierre, enfin bref, tu peux, voilà. Après, tu as des candidats qui sont plus solides que d'autres. Des plantes qui vont être plus solides, ça veut dire qu'ils vont tenir plus longtemps à la lumière. Mais globalement, dans la nature, on a toutes les couleurs possibles. Seulement, on n'a pas de fluo. Voilà. Désolée pour ceux qui aimeraient des vêtements de travail. On n'a pas le fluo. Donc ça, c'est le seul problème. Mais voilà, donc globalement, tu as toutes les couleurs.
Et on a un énorme avantage en France, c'est que on a des agricultrices, c'est beaucoup d'agricultrices, qui cultivent justement ces plantes tinctoriales. Déjà, c'est hyper agréable comme culture parce que c'est beaucoup de plantes, des cosmos, des coréopsis. Donc ceux qui sont amoureux des fleurs, etc. Enfin voilà, t'obtiens énormément de couleurs avec tout ça. Et donc, on a des agricultrices en France qui cultivent pour nous ces plantes tinctoriales. Donc, on est autonome sur toutes les couleurs en France. Et la filière se monte de plus en plus. Enfin, tu vois, ça avance. Et ça a plein d'avantages. C'est-à-dire que tu peux soit faire appel à des agriculteurs, soit le faire toi-même dans ton jardin. T'as pas besoin d'un énorme espace pour faire tes propres couleurs toute seule, quoi. Et une encre végétale, globalement, tu veux faire une calligraphie, t'as besoin d'une dizaine de feuilles de ronces. Et tu fais un gris violet magnifique, quoi. Tu vois? C'est Ok. pas, c'est Et alors, comment tu extrais justement le le colorant. pigment, le colorant C'est compliqué ou pas? Ça va dépendre du végétal en question? Alors, oui, mais on va faire court et on va faire simple. Déjà, je vous invite, si vous avez envie de creuser ces sujets, il y a plein de formateurs en France sur comment on extrait les colorants, comment on en fait des pigments, etc. Donc, juste colorant, c'est qui se mélange dans l'eau. Pigment, c'est qui ne se mélange pas à l'eau. Pigment, c'est D'accord. plutôt pour les beaux-arts et colorant, c'est plutôt, tu vois, teinture, etc. Et donc, comment on extrait? Eh ben, globalement, pour faire hyper simple, tu mets tes plantes dans de l'eau chaude, le plus finement broyé possible pour qu'il y ait le plus de contact avec l'eau, et tu vas voir, ton eau va se teinter. Tu filtres. Soit tu veux en faire une encre, globalement tu réduis, c'est-à-dire tu enlèves toute l'eau au maximum, tu la concentres. Il faudra bien sûr mettre des conservateurs, etc. Mais ça, dans les épisodes d'Haricots Verts, tu as les modes d'emploi de toutes les techniques. Mais en gros, ça n'est pas compliqué. Tu Mhm. vois, si tu as les ressources, tu extrais le colorant et après tu l'appliques où tu as envie. Donc ça, c'est plutôt pour la partie teinture où tu viens tremper ta corde, ta laine, etc. Et la partie pigment, c'est un peu plus technique, mais en gros, tu as une étape supplémentaire que je laisserai les invités aller découvrir. Mais en gros, tu peux faire de l'aquarelle, des craies grasses, de la peinture, de l'encre. Enfin, c'est infini tout ce qui peut être fait et la ressource dont tu as besoin est encore plus réduite pour la partie beaux-arts que pour la partie teinture. Tu vois, si tu veux teindre un pull, il te faudra déjà plus de ressources végétales. Alors, si je me fais l'avocat du diable, pourquoi je m'embêterais à faire, à essayer de créer moi-même mes colorants et mes pigments, parce que finalement, il y a déjà plein de marques qui ont fait ça pour nous en amont et tu vois, bon bah si je veux, je sais pas, peindre avec une aquarelle, enfin toi avec un pigment particulier, bon bah j'achète de l'aquarelle et puis basta. Alors déjà, t'es pas obligé de les faire toi-même. Déjà, ça, je rassure tout le monde. On a des fabricants de colorants végétaux et de pigments végétaux en France. Donc ça, si tu veux trouver des colorants et des pigments végétaux tout prêts, plus qu'à usage, voilà, ça existe. Donc déjà, ça rassure tout le monde. Non mais vraiment. Pourquoi l'utiliser versus ce que tu achètes dans le commerce? Et ben, c'est là où c'est intéressant de creuser. Parce qu'en fait, toutes les couleurs qu'on applique globalement, c'est de la synthèse. Et les couleurs de synthèse, eh ben, ce sont des couleurs qui sont dérivées du pétrole. Bon, sait dans quelle situation on est aujourd'hui. Je vais pas refaire un laïus sur l'environnement, mais en gros, si tu utilises des couleurs qui dérivent du pétrole, déjà, bon, tu te doutes bien que le pétrole c'est pas renouvelable. Là, si tu utilises des plantes ou des ressources tinctoriales, eh bien, c'est renouvelable. C'est-à-dire qu'une plante, tu la replantes, etc. Donc déjà, c'est renouvelable. Deuxièmement, c'est biodégradable. C'est-à-dire, ta peinture, imaginons, tu vides ton eau dans ton jardin, dans ton compost ou dans ce que tu veux, bah, en fait, ça n'a aucun dégât sur l'environnement, puisqu'en gros, c'est que de la plante, que du vivant qui se dégrade naturellement, qui se biodégrade. Donc déjà, c'est quand même 2 points hyper importants. Et le troisième point très important, je te les citerai pas tous, mais il y en a d'autres, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de personnes qui font des allergies aux couleurs de synthèse. Il y a des gens qui portent des vêtements et ça leur gratte, ou des gens qui mettent des crèmes ou qui font des colorations et ça les démange. Il y a des gens qui ne résistent pas et qui sont allergiques à la synthèse. Et c'est une des causes à la découverte de la couleur végétale, c'est-à-dire qu'avec la couleur végétale, ils n'ont pas ces allergies, ils n'ont pas ces problèmes-là. Et un autre truc, si je le dis pas, je vais me faire taper dessus, c'est que la couleur végétale, elle est vraiment flamboyante. Tu vois, quand tu vois une couleur de synthèse et une couleur végétale,
à l'œil, c'est prouvé, tu as vraiment une flamboyance. C'est pas du tout comme dirait l'autre, il y en a une qui est vivante et une qui est morte. Tu vois, un peu. Donc voilà. Donc il y a plein d'avantages à passer à la couleur végétale. Aussi parce que c'est singulier, c'est-à-dire c'est quand même rare d'entendre tiens, moi mes laines elles sont teintes végétalement. Moi je le sais puisque j'en ai des auditeurs et des invités sur le podcast, mais je veux dire, je sais pas si dans ta communauté par exemple, il y a beaucoup de gens qui savent ou qui ont connaissance qu'on peut teindre différemment les laines. Oui, effectivement. Ouais. Et l'avantage de le faire soi-même, si on décide de le faire soi-même, de teindre soi-même, c'est que finalement, ça contribue à la créativité. C'est un chemin créatif comme un autre. Voilà, et que du coup, on est emmené aussi par là. J'imagine aussi que quand on achète des choses déjà teintées, enfin, c'est même pas j'imagine, je le sais, on a un choix limité. Là, l'avantage, c'est que finalement, tu peux faire ce que tu veux. Tu Si t'as fais ce que envie de tu veux. mélanger un radis avec de la ronce et puis je sais pas quoi, Tu ça peux. te fera une couleur qui est unique, qui est singulière, comme tu disais. C'est ça. Donc, en fait, c'est un peu pour encore faire méga court, mais en gros, quand tu as tes 3 couleurs matrices, donc ton bleu, ton rouge et ton jaune, après, tu fais ce que tu veux. C'est comme quand tu es en maternelle, tu mélanges les couleurs, etc. Alors, je dis pas que c'est ultra simple, c'est abordable, il faut se former, il faut regarder. Il y a plein de livres qui sont sortis sur ce sujet-là. Donc, en fait, t'achètes un livre, tu te formes, t'écoutes des podcasts et t'as plein d'instituts en France qui t'aident à te former, mais alors sur des supports complètement improbables. Par exemple, tu peux faire du cuir de poisson teint végétalement. Non mais, tu vois, accrochons-nous. Non mais, pour te dire que tu peux vraiment aller très loin dans la créativité. Là, enfin voilà, ton champ de couleurs est hyper large. Et en plus, tu proposes une création qui est respectueuse, éthique et durable. Et ça, je sais que c'est important aussi pour tes auditrices, parce que j'ai vu que tu avais des rubriques là-dessus. Et donc voilà, donc la couleur végétale, ça fait partie de ça aussi. Bien. Et comment t'en es venu à ça, toi? Pourquoi tu sais tout ça sur la couleur végétale? Ça te vient d'où, cette passion? Alors, la passion, elle vient des plantes. Donc, moi, j'adore les plantes, j'adore leur pouvoir, mais je ne connaissais pas celui-là. Et en fait, je l'ai découvert il y a 2 ans et demi. Et j'ai tellement eu honte de me dire, mon Dieu, tu te prétends experte passionnée des plantes et tu savais même pas que Cléopâtre, elle se faisait les lèvres avec de la garance, que machin, il était habillé comme ça, que les kilts écossais, c'était du lichen, enfin bref. Donc, j'ai eu un peu honte et je me suis dit, mais en fait, si toi tu le sais pas, bah, il y en a plein qui le savent pas. Donc en fait, allons-y. Et dans mes précédentes vies, j'ai été dans la RSE, donc tout ce qui est limiter son impact environnemental dans les entreprises. Et j'ai tout de suite vu un avenir de dingue à la couleur végétale, dans le sens où, vu les problèmes qu'on a aujourd'hui, ça peut être une des solutions. Ça sera pas la seule solution, mais ça sera une des solutions. Donc voilà, donc en fait, ça a commencé comme ça. Le hasard d'une rencontre, donc un ponte qui s'appelle Michel Garcia, qui forme les gens en Bretagne. Et en fait, quand je l'ai vu sortir des couleurs magnifiques, du violet, d'une écorce de bois, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce délire, quoi? Et ce jour-là, je me suis dit, il faut absolument en parler. Et j'ai lancé mon podcast ce jour-là avec lui. Et tellement j'étais stressée, j'ai oublié d'allumer mon micro. Donc ça a commencé comme ça. Donc le premier épisode, tu n'entends rien, mais je le garde. Tu sais, je le garde dans ma playlist pour me rappeler d'où je viens, tu vois. Donc voilà. Et après, de fil en aiguille, tu sais, à chaque fin d'épisode, je dis, à qui tu passes le micro? Je fais beaucoup de relais de micro et tu vois. Et donc j'ouvre, et donc il y a plein de domaines d'application. Et aujourd'hui, tu as des marques de cosmétiques qui se lancent dans la couleur végétale. Tu as des bioplastiques qui sont teints de manière végétale. Donc tu pourrais demain avoir un flacon de shampoing complètement fait avec du bioplastique, donc des plantes, et coloré avec des plantes, et à l'intérieur, tu as des plantes, tu vois. Donc, en fait, ça peut aller très loin, et ce qui nous freine, en fait, c'est est-ce qu'on a de la créativité ou pas. Bon, je sais que là, on est au bon endroit, c'est pas ce qui manque, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et on a suffisamment de volume pour faire... parce que si là, tu vois, tu parles à l'échelle d'une production... avec des gros volumes, quoi, des grosses séries. Si je reprends l'exemple du flacon de bouteille, enfin du flacon de shampoing, on peut avoir de grosses productions comme ça. En fait, on a ce qu'il faut en France. Le problème aujourd'hui de cette filière tinctoriale, c'est que les gens se parlaient pas.
Donc, tu vois, un des points positifs du podcast aussi, c'est que je parle pas que de textile ou que de teinture ou que de make-up ou que de coloration capillaire. En fait, je parle de tout. Et en fait, c'est un petit peu un point de rencontre pour les acteurs de la couleur végétale, ce podcast, et ça fait des liens. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de gens de ma communauté, et auditeurs, qui se rencontrent en se disant, ah bah tiens, je t'ai rencontré sur le podcast. Et en fait, c'est ça qui est bien. Mais l'idée, c'est d'aller chercher les entreprises. Il y en a déjà qui y vont spontanément. Tu as des marques comme le Coq Sportif qui ont lancé des baskets où tu as de la couleur végétale, de la teinture végétale sur les côtés. Donc, c'est des collections capsules. Tu as des marques de cosmétiques, le Rouge Français qui fait un rouge à lèvres en Garance, du mascara à l'indigo. Donc, l'indigo, c'est le bleu. Enfin, bref, il y en a qui se lancent vraiment là-dedans. Et l'idée, c'est que on incite davantage les entreprises à y aller. Donc voilà un peu mon bâton de pèlerin, c'est un peu ça, tu vois. Demain, c'est d'aller chercher les entreprises, quoi. Donc du coup, tu vois les points communs qu'on a entre nos communautés. Moi, j'ai vu et j'aimerais te parler de plusieurs sujets. J'ai vu que tu faisais beaucoup de tips sur où trouver des patrons, des ressources, de l'inspiration auprès de tes auditeurs. Je vois que tu as cette rubrique-là, que tu as aussi les rendez-vous à ne pas manquer. Et en fait, moi, ma communauté, elle est plutôt couleur végétale, mais qu'est-ce que tu leur recommanderais comme événement, comme tips pour aller chercher des patrons, des sources, des livres, comment tu orientes toi ta communauté, ta propre communauté? Ouais. Alors, il y a des rendez-vous effectivement incontournables dans la création en France. Je pense à tous les salons de loisirs créatifs où là c'est vraiment, c'est un peu the place to be à chaque fois. Donc il y a le rendez-vous à Paris qui est le salon création et savoir-faire. Ça c'est tous les ans depuis plus de 20 ans, fin novembre début décembre à la porte de Versailles. Où là, vraiment, il y a vraiment beaucoup d'acteurs du fait main, des loisirs créatifs au sens large. Et notamment, il y a quand même de plus en plus d'effectivement de laine teintée végétalement, avec des couleurs végétales. Ça se voit de plus en plus. Je l'ai beaucoup vu aussi au salon Knit It, Knit It & Co. Ça, c'est le salon qui est à Lyon, début octobre. Voilà. Je sais pas si j'ai encore le droit de dire un truc en rapport avec le salon, donc je vais pas le dire maintenant, mais en tout cas, j'y serai présente les 2 jours et demi du salon, donc début octobre à Lyon. Et là, j'ai vraiment l'année dernière, j'ai halluciné sur le nombre déjà de créatrices et de créateurs qui vendaient de la laine. Moi, je tricote pas, mais je sais que beaucoup de personnes tricotent, que c'est absolument à la fois à la mode et voilà, ça n'a pas besoin d'être à la mode pour qu'on s'y mette, mais en tout cas, c'est vraiment c'est le Covid, ça. Ouais, avec le Covid. Voilà, un peu comme la couture, ouais. Et donc voilà, j'étais vraiment épatée du nombre de créatrices autour de la laine. Et effectivement, parmi tout ça, il y a quand même pas mal de personnes qui les teignent avec de la couleur végétale. Et puis après, il y a des salons de loisirs créatifs un petit peu partout en France. Il y a les Creativa, il y a les 1001 idées, tendances créatives, etc. Et ne serait-ce que en dehors du fait d'y exposer, c'est toujours des super moments pour rencontrer des personnes et effectivement prendre un peu d'inspiration, comme tu disais, voilà, de dire essayer de. Alors c'est toujours délicat si je veux faire exactement la même activité que la personne que je vais voir. Alors, vas-y, donne-moi tes secrets. Donne-moi tout ton savoir-faire, que je fasse exactement la même chose. Donc non, voilà, on fait pas ça. Mais par contre, on peut aller, voilà, quand même s'inspirer un petit peu de tout ça, discuter avec tout le monde. Ça, c'est vraiment des rendez-vous super importants. Et puis après, il y a des maisons d'édition dans les loisirs créatifs. On en a quand même beaucoup. Et effectivement, comme tu le disais, dans les livres, on a beaucoup de ressources sur tous les sujets. Donc voilà, je pense aux éditions de Saxe, Erol. Ce que j'allais dire, Erol, il y en a plein à citer, quoi. Ouais, Mango, comment il s'appelle, Marabout, voilà, il y a plein de maisons d'édition aussi qui sont des bonnes ressources. Créapassion, j'ai pas cité Créapassion tout de suite, qui est ma maison d'édition, mais parce qu'en fait, maintenant c'est sous la
l'égide des éditions Très Daniel. Voilà. Mais oui, bah il y a voilà Solar, First, enfin bon bref. Ouais, il y en a plein plein. d'éditions. Ouais, une maison d'édition. Ça c'est une richesse et c'est aussi quelque chose à défendre. J'en profite pour passer un tout petit message. Il faut aller enfin à partir du moment où on aime les loisirs créatifs, il faut aller dans les salons de loisirs créatifs un peu partout, même si des fois on dit c'est toujours un peu la même chose, etc. Mais si on veut que ces salons perdurent, il faut venir et il faut s'intéresser à cet écosystème pour qu'il perdure. Donc les livres, c'est la même chose. À chaque fois, c'est des économies qui sont assez fragiles. Et voilà, parce qu'il y a plein d'intermédiaires, il y a plein d'acteurs, etc. Il faut arriver à rémunérer tout le monde. Et voilà, il faut qu'on Contribue. qu'on contribue un petit peu si on veut continuer à avoir ces événements à côté de chez nous. Et voilà, pour pas qu'ils ferment, qu'ils arrêtent. Voilà, c'est un peu pareil sur les boutiques. Parce que si on achète tous en ligne et chez des gros acteurs du e-commerce, on n'aura plus de boutique à côté de chez nous. C'est valable au sens large, mais... C'est clair. C'est ça que j'allais te dire aussi, c'est la difficulté la difficulté globalement des créateurs, des artisans, globalement. Et moi, je voudrais plus spécifiquement te parler de la difficulté des artisans de la couleur végétale, parce qu'en plus, ils utilisent une ressource qui est plus compliquée, hein, enfin plus complexe. J'ai vu que tu travaillais l'entrepreneuriat créatif, que tu aidais les personnes à vivre de leur passion. Si je fais un... Ouais. Est-ce que, sans révéler ni tes ateliers, ni tes formations, est-ce que tu as quelques tips à donner, donc du côté auditeur haricots verts, du coup, parce que les tiens, ils sont au courant, mais ça peut faire une piqûre de rappel. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour essayer d'asseoir et de pérenniser son entreprise? Qu'est-ce que tu peux nous livrer? Ouais. Alors, j'allais dire déjà, effectivement, écouter des podcasts. Mais non, mais parce qu'en fait, il y a un truc qui est quand même, on se rend pas forcément compte parce que on est, je pense, assez biberonné à Instagram et au succès. Ah bah ça y est, j'ai tel truc qui est en vente là tout à l'heure, ce soir à 21h et le lendemain une montagne de commandes. Bah en fait ça, la réalité c'est que ces créatrices-là qui connaissent des succès fulgurants comme ça, enfin fulgurants, qui se sont construits dans le temps mais qui sont importants et qu'on voit, finalement, on les compte souvent sur les doigts d'une main. Donc déjà, c'est de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et à cette comparaison qui est ultra facile sur Instagram, les réseaux sociaux de manière générale. Donc déjà de se dire, la réalité, c'est pas ça. Et justement, d'écouter des témoignages, de les lire, mais moi j'aime beaucoup ce format du temps long et du podcast parce qu'on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et quelles que soient finalement les thématiques de ces entrepreneurs, les thématiques d'activité, c'est toujours intéressant. Moi, j'écoute beaucoup un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui n'a rien à voir avec notre Do It Yourself à nous, mais qui est finalement plein d'entrepreneurs. Alors, il y a aussi des artistes, des créatifs, des sportifs, tout ça, mais qui viennent raconter aussi des moments de galère. Comment ils ont réussi tel truc, mais aussi, quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées. Il y a un podcast qui est pas mal aussi là-dessus, c'est La Leçon. Et c'est le podcast sur l'art d'échouer. J'adore. Yeah. Ça décomplexe tout le monde. Et ben voilà. Où en fait, et il y a souvent des personnalités, donc des personnes, tu vois, auxquelles effectivement, sur lesquelles tu peux te projeter, que tu connais potentiellement un petit peu et tout ça. Et tu te dis, mais en fait, ils ont aussi galéré. Voilà. Donc déjà, le premier truc, c'est de se dire, en fait, c'est difficile. Mais qu'on soit salarié, c'est difficile. Enfin, je veux dire, tous les gens qui sont pas à l'aise dans leur entreprise, dans leur poste, les burn-out, etc. C'est être salarié, c'est difficile. Et être entrepreneur, être indépendant, être à son compte, à temps partiel ou à temps plein, c'est difficile. Des fois, je me dis, en fait, on a choisi un peu nos galères. Voilà, on veut pas certaines galères, on en prend d'autres. Bon, c'est comme être parent, c'est compliqué. Enfin voilà. Donc, il n'y a pas de miracle. Donc moi, il y a un des trucs aussi un peu qui m'agace sur Instagram, c'est fais ça et la semaine prochaine, tu vas avoir 150 commandes. Bah, c'est sympa, mais la réalité, elle est quand même franchement autre. Donc voilà. L'autre truc aussi, c'est de se dire, on peut pas tout miser sur Instagram. Toi, c'est pareil. Quand tu vois le nombre de coachs Instagram qu'il y a sur Internet, sur Instagram,
Et tu te dis, ok, Insta, c'est super, et j'adore, et je suis la première à y passer plein d'heures, et sans doute trop. Mais à un moment donné, tu peux pas baser tout le développement de ton activité sur Instagram. Donc moi, c'est un peu pour ça que je me bats, et c'est pour ça que j'ai fait des ateliers, là, que j'en anime ce matin, c'était choisir la bonne plateforme e-commerce. Oui, d'accord. Voilà. Hier, sur la newsletter, faire une bonne newsletter attractive. Donc, quel outil j'utilise, je vais choisir. Pareil sur la plateforme e-commerce, quel outil je choisis. Et puis après, quelles sont les étapes, quels sont les critères aussi à prendre en compte, justement pour les outils, mais sur aussi finalement après toute la création que tu vas, enfin toutes les étapes que tu vas avoir dans cette création de contenu pour la newsletter. Donc, je te parlais du choisir sa plateforme e-commerce, mais c'est aussi faire un dossier de presse, contacter des journalistes, contacter des influenceurs, tu vois, des créateurs de contenu. Qu'est-ce que j'ai d'autre, améliorer ta visibilité sur Google. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire avoir un excellent site internet, enfin, ou un site performant, tu vois. C'est tout ça de dire, ok, Insta, c'est très bien, et c'est super d'apprendre à faire des super réels qui vont captiver tout le monde. Bon, est-ce qu'on a besoin encore de voir un énième... je voyais encore ce matin un réel. Ah bah, moi, regarde, mes réels qui ont fonctionné, c'était ça. Bah, tu peux faire exactement la même chose, puis ça va fonctionner pour toi. Mais est-ce qu'on a encore envie de voir un énième réel exactement sur le même format, tu vois, avec une vidéo hyper courte, la phrase un peu putaclic, si vous me permettez? Ben, je suis pas sûre. Ouais, donc toi, tu Par contre, conseilles de diversifier un peu tes canaux de vente et pas être que sur Instagram. exactement. C'est exactement ça. Alors, canaux de vente, oui, mais canaux de source de trafic. Tu vois, poser la question, finalement, quel est le parcours client un peu classique? Où sont mes clients? Déjà, qui sont-ils? Ça, c'est le concept des personas. Pareil, on a beaucoup entendu parler. Donc, il y a plusieurs profils, en fait, de clients qu'on va intéresser. Donc, déjà, bien se poser la question. Moi, par exemple, sur le podcast, tu vois, j'ai fait un sondage hier. Est-ce que vous pensez que je parle trop d'entrepreneuriat? Et ça se tire un peu la corde entre non, ça va, ça me convient, qui était quand même un peu plus important, que oui, pour moi, c'est peut-être un peu trop, un peu plus de création, ça serait bien. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai déjà au moins 2 personas. Puis Moi, j'avais une pareil. partie, voilà, de personnes Moi, qui disaient, j'ai non, moi, je veux encore plus d'entrepreneuriat. Moi, j'ai les artisanes, donc c'est le petit nom que je donne aux personnes qui travaillent la couleur. Et de l'autre côté, j'ai les entreprises engagées qui s'interrogent, tu vois, pour aller vers la couleur végétale, changer leur couleur actuelle vers la couleur végétale. Donc oui, il y a la notion de persona, donc savoir quel est notre client idéal en gros et comment on va le Voilà. toucher. Voilà. Et effectivement, à chaque fois, on se pose la question, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? Parce qu'il faut quand même essayer de faire un truc dont les gens ont besoin. C'est un peu la base. Alors après, voilà, quand on est artiste, est-ce qu'on a besoin d'un tableau? Quelque part, en fonction du contexte économique dans lequel on est, on n'en a peut-être pas besoin. On en aurait envie, on n'a peut-être pas besoin. Donc c'est toujours ça aussi, c'est les questions aussi à se poser. Quel finalement produit je vais pouvoir proposer qui correspondent, j'allais dire ma ligne éditoriale ou à ma ligne créative en tout cas, ce que moi j'ai envie de faire, ce que je suis capable de faire aussi, de produire et tout ça. Comment je peux donner une petite baffe, un petit tacle à mon syndrome de l'imposteur aussi, de dire bah si je peux faire ci, faire ça et tout ça. Donc voilà, quels sont les bons produits au bon prix que je vais distribuer au bon endroit, et puis voilà que je vais et pour lesquels je vais communiquer de la bonne manière. Voilà, C'est donc tout ça. ça, c'est ce qu'on appelle le marketing mix, les 4 P par exemple. Donc voilà, j'ai aussi un atelier sur le marketing, etc. Ouais, parce que en fait, il faut pas oublier non plus la communication. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui créent mais qui communiquent pas. Et Bah alors, ouais. la communication, ça peut être mal vu par certains en se disant, ouais, à force de faire des posts, et etc., on en oublie d'être dans nos ateliers à créer. Mais en fait, malheureusement aujourd'hui, si tu parles pas de ce que tu fais, il y a personne qui va venir chez toi par hasard en disant, je n'avais pas vu que tu faisais des super belles laines teintées, tu vois. Donc, la communication, c'est le nerf de la guerre aussi, quoi. Bah, c'est hyper important mais là encore une fois, tu vois, en fait, c'est le problème de tout le monde. Enfin, on est tous confrontés à ça. Moi, je préfère clairement passer du temps à créer du contenu sur Copilot, ma plateforme de formation, ce petit cocon que j'ai créé pour les entrepreneuses créatives, plutôt que de passer du temps à faire du contenu sur Insta.
tu vois, parce qu'en fait, ma valeur, elle est plus finalement sur, par exemple là, la dernière vidéo que j'ai publiée, et après j'ai fait pas mal de contenu autour de ça, c'est que faire pour vendre plus. Bah, je considère que j'ai plus de valeur à faire ça et à proposer ce contenu-là sur ma plateforme que à faire la zouave à danser sur une chanson à la non, con, c'est clair. tu vois, sur Insta. Je dis ça, c'est pas pour critiquer les gens qui font ça, mais moi ça me correspond pas du tout, donc j'ai pas envie de faire ça. Il faut quand même trouver ce juste milieu, de dire ok, je prépare mes créations, moi mon contenu sur Copilote, et à côté de ça, en fait, il faut que je le fasse savoir. Tout ce que je fais, mon savoir-faire, mon expertise, la créativité que je mets dans mes œuvres, etc., dans mes créations, il faut que je le fasse savoir. Et c'est de se faire savoir qui est effectivement des fois un peu pénible. Et en fait, c'est un peu comme si je te dis, bon, bah, Pauline, maintenant c'est l'heure de la compta. D'ailleurs, j'ai pas fait ma déclaration URSSAF. S'y met, il va falloir s'y mettre. Voilà. Est-ce que tu as envie de faire ça ou est-ce que tu as envie de passer ton temps à faire tes petits trucs créatifs? Bah, en fait, fatalement, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc, Ouais, ok. voilà. Mais j'ai une auditrice slash invitée slash membre de Copilote qui me dit, bah tiens, je voudrais bien faire un post, enfin une story pour mettre en avant Copilote, pour voilà, parce que j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Quel contenu je peux pousser sur ton compte Insta? Je recherche, je scroll. Je dis ah bah oui, en fait, j'en ai pas parlé depuis des semaines. Donc du coup, mon post il est plus à jour parce que moi je mets ma formation à jour tous les mois, donc j'ai des nouveaux contenus. Je dois être à 17 heures de contenu sur la formation. Je dis bah oui, mais genre ah bah oui, j'ai oublié de communiquer, dis donc. Ouais, d'accord. Donc, Ça arrive à tout le monde, tu vois. ouais. On a tous le même problème. Ouais, d'accord. Donc changer, enfin bien réfléchir ses canaux de distribution, son produit, le communiquer, passer par là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Moi sur la couleur végétale, c'est ça, c'est aussi revendiquer que cette couleur, elle est pas la même couleur que tout le monde, tu vois. Moi je dirais ça. C'est une Changer. question de positionnement. Ouais, voilà, Donc, carrément. assumer ce positionnement-là, le crier haut et fort. Et puis, tu vois, j'en reviens au site internet. Le nombre de personnes, le nombre de personnes, de créatrices, de créateurs qui finalement, oui, ont un site qui est pas extraordinaire, tu vois, qui est un peu bif-bof, tu vois, c'est un peu bancal, etc., techniquement, fonctionnellement. Bah ça, tu peux, enfin, c'est pas, enfin, c'est plus possible en 2025. Donc toi, tu Non, mais recommandes forcément un site internet? bah Fortement. Ouais. ouais, fortement, ouais. Tu vois, moi, Oui, par bon, exemple, j'ai pas de site internet, j'ai un kit, ConvertKit, qui agrège, c'est tout nouveau, hein, je me la pète, mais ça fait pas longtemps, qui agrège toutes les sources, et j'ai toujours freiné des cas de fer de faire un site internet par rapport au temps que ça prendrait déjà, parce que forcément, moi, j'aurais envie de le faire toute seule, sauf que voilà. Mais j'ai toujours cette question, est-ce qu'il faut forcément un site internet, ou est-ce qu'une page Insta et un agrégateur, ou même un site Notion? Tu sais qu'avec Notion, maintenant, tu peux faire un site internet, ne serait-ce qu'une page. C'est moins référencé SEO, tu remontes moins dans les résultats, mais... Et puis, ça fait pas pro, en fait. Ouais, ça fait pas pro. Alors, je veux pas être négative, hein, mais quelque part, tu vois, un site web, c'est vraiment la base, finalement. Je sais que ça peut faire peur, et effectivement, c'est chronophage, ça c'est certain. Mais comme tout le reste, en fait. Tu vois, Insta, ça prend du temps à créer du contenu, etc. Et encore plus quand tu as quelque chose de moins visuel à montrer. Quelque part, tu vois, à chaque fois, je me dis, ah bah flûte, si moi aussi j'étais créatrice, tu vois, artisane, bah, je dis, bah tu prends ton produit comme ça, comme si, voilà, tu filmes pendant que tu crées, c'est facile, entre guillemets, hein, je dis guillemets parce qu'évidemment, c'est pas le cas. Mais voilà, et nous, à chaque fois, bah finalement, il faut produire du contenu et tu vas sur Canva et tu, un petit jus de cerveau, qu'est-ce que je vais raconter, tu vois, une de mes dernières vidéos aussi, c'était sur Insta, sur le taux de conversion. Voilà, est-ce que je fais une face cam pour expliquer, essayer de résumer un truc qui est quand même pas, tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'il faut arriver à donner de la valeur, montrer ce que tu sais faire en un truc hyper court, que les gens, voilà, il faut que ça les accroche les 3 premières secondes et tout ça. Enfin, ouais. C'est une autre manière de raconter les choses. Moi, c'est pas celle qui me passionne le plus, donc
toujours un peu plus de mal sur les contenus très courts comme ça. Mais quelque part, on a tous les mêmes règles du jeu. Il faut arriver, tu vois, à tirer notre épingle du jeu avec tout ça. Mais un site internet, c'est la base. Donc, il y a des bases. Il y a des bases, les piliers du des bases. marketing, ton site internet, tes canaux de distribution, c'est De hyper génération important. de trafic aussi. Donc, c'est aussi avoir une newsletter. Donc, je sais que, voilà, j'ai la petite voix qui me dit, bah oui, mais j'ai pas le temps. Tu veux que je trouve le temps où? Ben oui, mais tout ça, ça se construit dans la durée. Moi, j'ai créé le podcast en septembre 2019. J'avais pas de site internet à ce moment-là. J'utilisais Insta à titre perso, mais pas encore à titre pro. Donc, j'ai commencé à titre pro à le faire au moment où j'ai diffusé le premier épisode, où je me dis, ah bah tiens, ça serait peut-être malin que j'ai un compte Insta pour le podcast. Voilà, et puis après, ça devait être avril 2020 où j'ai créé le site web. Et puis, bah voilà, c'est petit à petit, en fait. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Ouais, on avance au fur et à mesure. Hein. Enfin, tu peux pas être partout. Hein. Voilà, soit tu avances toute seule au fur et à mesure pour aussi économiser de l'argent, tout bêtement. Soit tu t'entoures parce que tu as un modèle économique qui te permet de le faire. Un des trucs aussi, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, en fait, tout le monde ne va pas réussir à vivre de sa passion. Et pour certaines personnes, ça restera un loisir. Et c'est peut-être pas grave. Moi, quand j'ai eu l'idée de ce podcast, je me suis aussi dit, ah bah tiens, je vais aussi monter mon entreprise créative. Moi, mon truc, c'était donc avec mon amie Nadège, on s'est dit, bah tiens, on va se faire une petite boutique en ligne pour vendre nos créations. Elle en couture et moi en papier. Donc ça s'appelle toujours Popeline et Papier. Donc prise d'une énergie débordante, voilà, j'ai fait plein de cartes, etc. Mais la réalité du truc, c'est que vendre une carte à 5 €, dans quel monde, si tu la fais artisanalement et que tu en fais 1 ou 2 exemplaires, dans quel monde ça c'est économiquement viable? Ça ne l'est pas. Et voilà, si tu veux en faire une activité, encore une fois, économiquement viable. Tu peux aussi très bien te dire, et il y a plein de créatrices qui ont commencé comme ça, ou qui continuent comme ça et que ça n'a jamais explosé, mais c'est peut-être pas très très grave. En fait, le week-end, je me fais mes 10-12 cartes qui me plaisent bien, etc. Je les mets sur ma boutique, je communique, j'en vends par-ci, par-là, ou des fois je fais un marché Une porte ouverte. Et puis en fait, potentiellement, ça peut me suffire. Et si tu veux diversifier tes revenus, tu vois, moi par exemple sur la couleur végétale, donc comme tu le dis, la création en tant que telle, elle prend du temps, surtout si tu extrais tes colorants, si en plus tu cultives tes plantes, t'imagines le délire. Donc elle diversifie leurs revenus avec notamment de la formation ou de l'initiation, donc des ateliers, tu vois, ça peut être de la sérigraphie végétale, ça peut être des impressions, tu vois, les fameuses impressions de fleurs ou de feuilles, je sais pas si tu as déjà vu, des éco-prints. Alors nous c'est le marco. alors t'appelles ça hammering. Nous c'est tatakizome. Ah bah je sais pas, peut-être. Non mais la version anglaise. Ouais, peut-être. Et ben ça, donc le hammering, l'éco-print. Donc l'éco-print, c'est tu viens rouler. Je le fais vraiment court, je vais me faire taper sur les doigts. Tu viens rouler du végétal et tu passes ça à la vapeur. Donc ton tissu doit être pré-traité, etc. machin. Mais tu peux faire des abat-jours, du linge de table, du linge de lit, enfin ce genre de truc. Et donc en fait, elles diversifient leur création avec de la formation, de l'initiation. Avec des ateliers, ouais. Avec des ateliers. Et c'est ça qui les aide à survivre. Ouais. Et donc la question c'est, est-ce que toi tu as d'autres diversifications de sources de revenus à leur proposer? Oui, alors pas un livre. Je commence par ce qu'il ne faut pas faire. Enfin disons, j'exagère largement. Un livre, c'est kiffant. Alors si c'est son rêve et tout ça, sinon c'est un enfer. Mais moi j'ai adoré cette étape-là, mais parce que j'avais très envie. Puis en plus à ce moment-là, je travaillais pour une boîte dans l'édition, donc voilà, c'était double kiff. Par contre, pour gagner de l'argent, on oublie clairement. Donc ça prend énormément de temps de préparer un livre. C'est fastidieux, c'est tout ce qu'on veut et on ne gagne pas beaucoup d'argent. Tu le fais pas en auto-édition. Et si tu le fais en auto-édition, il faut quand même arriver à le diffuser et à le vendre. Ouais, c'est vrai. Tu fais pas les mêmes volumes. Mais effectivement, tu gagnes un peu plus d'argent unitairement sur le livre. Donc, une fois qu'on a mis de côté cette partie-là, mais encore une fois qui peut être un vrai kiff et j'ai adoré le faire,
Et je suis très contente de l'avoir fait, et donc à 2 reprises, donc je suis encore plus contente. Enfin, bref, c'est que de l'ego, hein, mais c'est voilà, je suis Ouais, non, fière mais de je comprends. Moi, ça me ferait, c'est vraiment un projet qui me tiendrait à cœur d'écrire ouais, un livre sur la filière tinctoriale et ouais, mettre tous les acteurs en avant. C'est ouais, mais le gros kiff, quoi, tu vois. Ouais. ouais, c'est clair. Donc voilà, donc c'est un kiff, mais économiquement, c'est pas intéressant. Après, ça assoit une certaine légitimité, une notoriété, je dirais pas jusque-là, mais en tout cas, ça assoit quand même un petit peu tu vois, ça te fait une certaine autorité. Et après, bah, je dirais que ça, à la fois, j'allais dire, ça, c'est aller vendre en B2B, donc aux entreprises. Par exemple, justement, il y a toute la filière autour de l'illustration et de ce qu'on va pouvoir faire de motifs d'illustration. Donc le textile, tu vois, tout ce qui est déco, etc. Et finalement, toi, c'est un peu comme les livres, on pourrait dire, bon, bah c'est bon, il y a suffisamment de livres sur le sujet, il y a suffisamment de tissus, de papier peint, parce que des motifs, on en a tout autour de Hmm. nous. Je peux prendre n'importe quoi Ouais, chez moi, ouais. il y a des motifs de partout. Donc ça veut dire qu'on a besoin de ces créations-là, et même s'il y en a déjà eu plein par le passé, on a besoin de renouveau. Les libraires, ils veulent vendre des nouveaux livres et ils veulent pas vendre. Enfin, c'est pas la faute des libraires, hein, mais nous aussi, on aime bien quand il y a des nouveautés. Voilà, on peut avoir le dernier livre, etc., et pas celui d'il y a 5 ans. Donc, ça se renouvelle, et donc on peut tout à fait trouver un usage aussi dans ces filières-là de déco, etc. Donc là, on est sur la partie Il y a plein de trucs à faire hein, sur la déco d'intérieur, tu vois, notamment en couleur végétale. Tu vois, comme tu peux faire des housses de coussins, des rideaux, des abat-jours, des sets de table, du linge de lit, tout ce que tu veux. Il y a même maintenant des gens qui font clairement des chambres d'hôtel complètement en couleur végétale. Donc ça, je pense à Pérégrine, je fais un petit clin d'œil. Mais tu vois, il y a de plus en plus d'architectes d'intérieur qui, pour ne pas faire comme tout le monde, ne vont pas chercher de la couleur synthétique, mais viennent chercher de la couleur végétale. Parce qu'en plus, tu as quelque chose, comme tu es en lien, tu sais, comme quand tu es en lien avec les plantes, tu as, je sais pas, un sentiment, tu es bien. Et bah là, apparemment, tu as la même chose. Bon, ça, on part dans le spirituel, mais tu vois. Et il y a aussi des boutiques genre des petits cafés, des petites boutiques de déco qui intègrent la couleur végétale dans le merchandising, en fait. C'est vraiment singulier parce que tu vois, la couleur végétale, c'est comme je te disais, visuellement, c'est différent. Et en plus, tu racontes une histoire et ça, les gens aiment bien. Et c'est la après, base. bah voilà. Et après, t'as tout ce qui va à côté. C'est-à-dire que t'as la couleur, mais tu peux faire aussi des motifs. T'as les fameux tie and dye, t'as des shibori, ces techniques de plissage. Les gens chez toi qui font de la couture, en fait, tu viens coudre et tu viens tremper dans les bains de teinture. Et ça te fait des motifs, mais de dingue. Enfin, tu vois, il y Et a puis plein de techniques, l'impression au mordant. Enfin, tu peux aller hyper loin. Donc, comme tu dis, les motifs, en fait, même en couleur végétale, tu pourras en proposer plein. Et cette couleur végétale et ces techniques arrivent dans les intérieurs. Donc, il y a peut-être ça, comme tu dis, peut-être qu'au lieu d'aller chercher des clients pour vendre des pièces à l'unité, c'est peut-être proposer un ravalement d'intérieur en disant, bah, tiens, t'as ta petite boutique. Est-ce que ça te dit qu'on la travaille et qu'on fasse quelque chose de sympa ensemble? exactement. Donc là, c'est les éditeurs et tous ces gens-là à aller prospecter, ce qui est pas la partie la plus évidente. Et c'est pour ça que il y a aussi plein de gens, enfin plein de créatrices, de créateurs qui vont avoir tendance spontanément, parce que c'est aussi le modèle le plus évident, parce qu'on est nous-mêmes consommateurs toute la journée, et donc ils vont avoir tendance plutôt à vouloir vendre en direct aux consommateurs, aux clients en B2C. C'est pas forcément une mauvaise idée, et justement tout à l'heure quand je disais bah il faut vendre en B2B, en fait comment dire, ce qui est le plus viable comme modèle économique dans le temps, c'est d'avoir une diversité finalement dans les revenus, dans le type de client. Parce qu'il y a un moment donné, si tu ne vends qu'aux entreprises, tu vas quand voilà, on est dans une période où c'est pas pumped up au niveau économique, donc les entreprises vont avoir de plus en plus de mal aussi, de difficultés à lancer des nouveaux produits, des nouveaux projets, etc. Donc ça peut être compliqué de travailler avec eux. En plus, on peut avoir une barrière, enfin une bonne barrière à l'entrée quand on est une petite créatrice, une petite marque. Si tu vas voir des grands acteurs, il y a un problème de dépendance finalement entre le fournisseur et le client.
Par exemple, si tu veux voir Cultura et que tu es, tu vois, une toute petite marque, ils vont te dire, ben moi, je peux pas vous référencer parce que vous allez avoir une trop grande dépendance entre vous et nous. Vous saurez pas de toute façon produire suffisamment, etc. Je parle de Cultura, mais ça peut être n'importe quel gros acteur comme ça. Donc, voilà, le mix quand même à essayer d'approcher, c'est de varier ces typologies de clientèle et de varier effectivement les typologies de revenus. Et puis à un moment donné, de sentir, ce qui est évidemment très difficile, sentir un peu le vent tourner en disant, bon, là, je vois que ça, j'y arrive moyen pour l'instant. Est-ce que je peux pas Pivoter. voilà, pivoter, aller sur switcher sur autre chose, montrer aussi ce qu'on fait beaucoup, les expérimentations. Parce qu'en fait, si je reprends l'exemple du livre, le jour où j'ai reçu c'était en avril 2022, je reçois un message de ma future éditrice en me disant j'aimerais bien faire un livre avec vous. Moi, je suis tombée de ma chaise, j'ai dit ça sort de nulle part. Alors qu'en réalité, c'est tout ce que j'ai donné à voir pendant 3 ans avant qui a eu ce résultat-là. Mais 5 minutes avant, ça se trouve, je me disais oh là là, mais c'est la loose, j'arrive à rien, il se passe rien. Ouais, donc y croire. Enfin, il y a plein de messages dans ce que tu dis. Il y a y croire que ça peut marcher et que si bah voilà, ton travail C'est la paye. persévérance. Persévérance, pas hésiter à pivoter quand tu te rends compte que, tu vois, par exemple, sur la couleur végétale, globalement, tu vois, tu as parlé des teintures de laine, il y a plein de personnes qui teignent les laines. Comment tu le fais différemment? Comment tu augmentes ta montée en échelle? C'est-à-dire, est-ce que tu peux augmenter tes bacs de teinture pour teindre plus de laine, du coup pour t'adresser à d'autres clients? Ça peut être ça peut être les volumes, ça peut être la source. Tu vois, moi dans les couleurs végétales, tu peux chercher des sources différentes, des sources plus rares, comme des sources plus communes. On n'en a pas parlé, mais la couleur végétale, ça commence dans la cuisine de tes auditrices. C'est-à-dire qu'avec une peau d'avocat, J'avais pensé au radis. bah, alors Les pas, radis, la les couleur. radis pour moi il y a rien, mais peau Ça d'avocat. couleur en rose, oui, Ouais, c'est mais vrai. je suis pas sûre que ça garde, tu vois. Mais par exemple, la betterave, bon, alors il y a plein de petits tests, mais qui sont pas viables. Genre le chou rouge, il y en a plein qui l'ont essayé. C'est une couleur fugace, ça va disparaître. Mais je veux dire, tu vois, la peau d'avocat, tu la sèches, tu la coupes en petits morceaux, tu obtiens un rose, du rose de ton pull, un vieux rose. Tu sais, la belle couleur vieux rose. Et en fait, ça commence dans ta cuisine. Il y a ça aussi. Il y a soit tu te spécialises dans une couleur, dans une source, dans un volume, tu peux augmenter tes volumes ou faire Est-ce que dans tes auditrices, il y a des gens qui font à façon? C'est-à-dire, tu vois, moi j'ai beaucoup de personnes qui teignent à façon. Tu viens ramener ton support, ta matière, ton truc, tu décides de ta couleur et elle te fait des prototypes et elle teint à façon le volume que tu ramènes. Alors bien sûr, ça peut être aussi, c'est plus un service qu'un produit, tu Ouais. vois. Mais bon, bref, pour te dire que j'essaye vraiment de creuser les sujets qui pourraient aider Ouais, nos ouais. deux communautés, quoi, finalement. Et tu sais, quand tu disais il y a beaucoup de personnes qui teignent de la laine, tout ça, peut-être que toutes n'ont pas vocation à créer une marque. Parce que il y a quand même un fossé entre j'adore, par exemple, teindre de la laine, je m'éclate sur le processus, etc. Et l'étape d'après qui est La je vais commercialiser. arriver à le commercialiser et à faire durer cette marque, tu vois, à ancrer une marque. Parce que c'est ça aussi qui est très difficile, c'est de tenir dans la durée. On en parlait de la persévérance. Et en fait, c'est dur. Et voilà, d'arriver à en vivre. Généralement, tu ne lâches pas ton boulot comme ça du jour au lendemain parce que ça t'a pété. Tu te dis, ah, non, mais je veux faire ça toute ma vie. Bah ouais, mais économiquement, tu peux pas. J'ai l'impression de dire économiquement toutes les 3 secondes. La réalité, elle est quand Bah oui, non, même... mais c'est ça. C'est que on adorait tous et toutes passer notre vie à créer. Mais la réalité, elle est pas là. Donc voilà. Et donc peut-être qu'en fait, il faut aussi aller voir des marques existantes autour de la teinte de la laine, par exemple, la teinture de la laine, et puis de leur dire, j'adore l'univers que tu as créé, etc. Moi aussi, je fais de la teinture. J'adorais exercer une activité autour de ça, mais je me sens pas de créer une marque comme tu l'as fait, parce que je vois bien le travail que ça représente, etc. Est-ce que tu crois qu'il y a une manière de collaborer ensemble? Et un partenariat. Peut-être qu'en fait, c'est ça aussi. Tu ouvres un Marie-Claire Idée, un nouvel atelier des nanas, etc. dans ces magazines-là. Tu vois plein de créatrices
qui ont des idées géniales et qui font des tutos, tu vois, qui ont des articles qui mettent en avant leur création, qui les mettent en avant, et qui, sur Instagram, finalement, ont pas développé une grosse communauté. Parce que elles ont développé autre chose à côté. Enfin, tu vois. Et puis, tu vas avoir plein de créatrices aussi de contenu créatif qui vont créer du contenu en marque blanche pour des marques créatives. Il y a plein de marques qui vont faire appel à des créatrices en marque blanche, donc qui ne vont pas juste être, par exemple, les mains de la création, ou le cerveau et les mains de la création, mais le nom de ces créatrices-là ne va pas Ne va apparaître. jamais apparaître. Voilà. Et c'est pas un souci potentiellement. Pour certaines, oui. Pour certaines, c'est pas un souci. Ouais, c'est clair. Voilà. Et voir, ça sera mieux parce qu'elles n'ont pas envie de se mettre en avant, parce qu'elles n'ont pas envie d'être dans ce rôle-là, etc. Donc, voilà, les opportunités, elles existent. On n'y pense pas forcément toujours parce que on connaît pas l'éventail des possibilités et c'est finalement quand on y est un peu confronté qu'on va découvrir tout ça. Mais voilà, on a toujours besoin de créatrices, de créateurs pour renouveler. On aime bien découvrir des gens, etc., des créations. Ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir un style et une identité propre. Si tu fais le truc que tout le monde a déjà fait 15 fois, et donc là, l'inspiration, elle est partout, elle est dans la nature, et elle est aussi beaucoup à l'étranger, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur Instagram en français qui ont déjà existé par le passé sur des comptes, je sais pas, américains, Ça, c'est... hispanophones. Ouais, ça, c'est un truc qui m'inspire beaucoup en ce moment. Au-delà du podcast, il y a aussi des rencontres. Tu vois, j'organise des thématiques autour de l'agriculture, de la teinture, enfin toute ma filière. Et il y en a une cette année, c'était sur l'ouverture au monde. C'est aller regarder ce qui se passe ailleurs, au Canada, au Mexique, etc., etc. Et oui, ça m'a donné plein d'idées, d'inspiration, parce que en fait, tu vois, j'ai l'impression que quand tu es en train de créer, t'es dans ton truc, des fois c'est fastidieux, tu vois, j'ai des personnes qui font de la dentelle avec du point d'Alençon, teint végétalement, t'imagines, je sais plus combien elle disait, 7 heures pour 1 cm², quoi. Donc elle a pas le temps d'aller chercher l'inspiration, d'aller faire des études comparatives, de dire c'est quoi la couleur du moment, etc. Et Donc puis, ça, alors, pour faire ton site web, voilà, oui, n'en parlons pas du site web. Et donc du coup, tu vois, ça m'a donné l'idée de me dire, tiens, ça déjà, ça peut être une bonne idée de venir donner des pistes d'inspiration. Surtout que moi, la couleur végétale, j'en mange toute la journée. C'est-à-dire que sur les réseaux, dans les gens qui me contactent, dans tout ce que je regarde, dans tout ce que je lis, donc je sais voir ce qui est singulier. Tu vois, par exemple, on a une créatrice de bijoux qui fait des bijoux avec la teinture végétale. Donc c'est Atelier Volage, petit clin d'œil encore. Elle mélange de la brique et de la teinture végétale sur du fil. Donc, faudra aller voir parce que oui, comme ça, dit comme ça, on se dit quoi, une brique à ses oreilles? Non, non, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et en fait, c'est singulier. Elle a trouvé un biais hyper singulier. Et en fait, il y en a plein. Il y a de la marqueterie de paille, tu vois, de la marqueterie pour faire des beaux mobiliers. Stéphanie Trollet, atelier Lasto. Bon, bref, je vais pas toutes les citer, mais en gros, dès que tu trouves un sujet de niche dans ta niche, parce que couleur végétale, on peut dire que c'est méga niche, et ben en fait, ça ressort mieux et je pense que tu peux davantage augmenter tes prix aussi parce que tu fais pas comme tout le monde. Et donc, moi, ce que je voulais dire qui était important, et moi-même, je me suis fait prendre au piège dans l'activité d'Haricot Vert, c'est attention à bien fixer tes prix parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui viennent se servir entre ce que tu vends et ce que tu vas toucher à la fin. Non, mais attends, ça, c'est ma découverte. Alors, tout le monde va dire, elle est bisounours, celle-ci. Donc, il faut, pour moi, le nerf de la guerre, c'est trouver ta singularité et bien définir tes prix et en fait, avoir un vivier, tu vois. Tu vois ce que je veux dire dans le vivier, c'est avoir plein d'idées et de coups d'avance. Un vivier de coups d'avance, de canaux, de projets, de trucs, enfin, où tu as vraiment en permanence quelque chose qui va sortir. Il y a des choses qui sont en train de mijoter, mais ça va sortir au fur et à mesure et ça alimente la machine parce que si tu attends d'être dans la mouise pour créer, entre le moment où tu es dans la mouise et la sortie de ta création, ça parle aux créatrices, mais ça parle aussi à nous pour le podcast et toutes nos activités à côté, tu t'en sors pas. Donc, tu vois, voilà, moi, c'était ça. C'était ça mes points, c'est trouver sa singularité, l'exploiter à fond et bien travailler tes prix pour sortir un truc canon. Ouais. Moi, j'ai un truc sur les prix, c'est que je demande toujours un peu juste avant d'envoyer. Juste avant, tu sais, de dire non, c'est bon, allez, là, c'est bon. J'augmente mes prix.
Tu sais qu'il y a une technique qui dit augmente tes prix jusqu'à ce que ça frotte. En gros, jusqu'à ce qu'on te fasse une remarque. Ah ben, de toute façon, c'est ça. Et il y a quand même un truc, c'est que quand on vend à des professionnels, enfin, il y a un truc que tout le monde fait quand même, c'est globalement de demander est-ce que c'est en gros ton meilleur prix. C'est pas la manière la mieux formulée là que je vous le dis, mais voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a une petite marge de manœuvre? On arrive toujours à formuler un petit peu entre le client et le fournisseur pour dire bon voilà, est-ce que là c'est ta meilleure offre ou pas? Quand on est entre professionnels, on peut se permettre de faire ça, et celui qui demande s'attend potentiellement à un non en disant bah non là je suis désolée, je peux pas faire mieux, etc. Et après à lui de... Donc entre professionnels, on a cette petite carte à jouer aussi, où c'est pour ça que moi je me permets d'augmenter. Là ce que je disais c'était pour dans des relations professionnelles où en fait souvent oui je me dis c'est ma petite marge de négo, j'augmente un petit peu, pour sauf si c'est un truc hyper courant, etc., sur lequel j'ai déjà communiqué, mais sinon oui j'augmente un petit peu et je me dis bah c'est ma petite marge de négo, après si ça passe pas je sais que je peux négocier un peu comme ça sur des prestations un peu sur mesure, des choses comme ça. Évidemment, quand on est pour les particuliers, on a toujours un peu tendance à se dire ah oui non mais là ça va être trop cher, etc. Et si je reprends l'exemple de mes cartes, moi Mélanie, j'ai peut-être pas envie de mettre 10 € dans une carte artisanale, mais en fait c'est qu'une question de canal de vente, parce que ça veut dire que cette carte effectivement à 10 €, je vais pas la vendre à Carrefour, à l'intérieur des rayons de Carrefour. Par contre, je peux la vendre sans doute dans une boutique de créateurs, dans des boutiques parisiennes, dans les bons quartiers, etc. Après, donc à moi de trouver et de prospecter de la bonne manière qui va refléter aussi ce positionnement, de voir que je comprends la clientèle de ces boutiques, etc., qui va pouvoir acheter une carte fait main 10 €. Ça revient à trouver ton client idéal et où il se trouve et à qui tu réponds. Et donc, moi, dans les créateurs que j'ai, il y a aussi des designers ou enfin vraiment du luxe presque, mais ils trouvent leur clientèle parce que voilà, c'est vraiment niché et ça marche parce que leurs prix sont adaptés au temps de travail que ça représente. Et on a trop tendance à se brader pour se caler, tu vois, par exemple, couleur végétale versus couleur de synthèse. Bah non, tu peux pas être au même prix qu'un truc de couleur de synthèse. Non, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est revendique ta singularité, quoi. C'est ça. Et puis, il faut aussi se mettre aussi dans le marché dans lequel on est. Quand tu vois aujourd'hui le prix d'un steak haché, non mais c'est con. Achète 2 steaks hachés, remémore-toi ce que ça valait il y a 10 ans, et tu dis ah ouais. Donc en fait, moi aussi je veux augmenter mes prix. En fait, on peut pas, voilà, il faut pas jouer le jeu. C'est pas le jeu de la surenchère au moment de la grosse période d'inflation là qu'on a connue ces dernières années. Allez, de toute façon tout le monde augmente ses prix, je peux bien y aller, un truc de plus de moins, etc. Et c'est comme ça que les trucs s'envolent. Donc il faut pas le faire non plus comme ça. Mais en tout cas, il y a un moment donné, il faut être aussi à l'écoute de la réalité du marché. Et c'est une chose de vouloir vivre de son activité, mais c'est encore mieux comme si on peut en vivre correctement, décemment. Il y a toujours une question, les gens me la posent plus trop, mais au début du podcast, c'était mais est-ce que les personnes, elles en vivent et tout ça? Mais déjà, ça veut dire quoi en vivre pour toi? Ça sera sans doute pas la même définition que moi, celle que j'ai. Donc tu vois, là, donc je suis à mon compte depuis 2 ans, et quand tu discutes avec les gens, les proches, tu vois, ta famille, tout ça, j'ai encore vu des oncles, des tantes ces derniers jours. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que t'en vis correctement, tout ça? Comment je peux te répondre? Je gagne moins que si j'étais salariée. Enfin, que quand j'étais salariée. Bon, ça te fait une réponse. En même temps, tu vois, je vais pas te dire ce que je gagnais. Enfin, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réussir ton activité? Moi, aujourd'hui, je m'éclate. J'ai plein de moments de doute, etc. Mais j'ai pas du tout, mais pas l'ombre d'un instant, envie d'être à nouveau salarié. Ça évoluera sans doute. De toute façon, voilà. Tu vois, quels sont les risques? Si ça fonctionne pas, en fait, je vais essayer de trouver du boulot, et puis sans doute que j'en trouverai un. Alors je vois aussi que c'est difficile, et que c'est pas, il y a pas du boulot au bas de la rue, comme disait l'autre. Mais voilà, il y a pas de, on est rarement dans une situation tout noir en disant non mais il faut absolument que je réussisse. J'ai très envie de réussir. Enfin,
voilà, et encore, qu'est-ce que ça veut dire? On a tous envie finalement de gagner notre vie suffisamment pour vivre comme on l'entend. Voilà, moi je veux pouvoir m'acheter des fleurs chez Botanique si j'ai envie. Pour en faire de la couleur végétale. M'acheter en plus que rose. Alors non, parce que tu vas me dire, mais parce que j'ai un petit biais, c'est que je n'achète, enfin j'ai beaucoup de fleurs roses. Bah, c'est pas grave. J'achète pas, tu vois, d'autres couleurs, du jaune, du orange, ça me plaît pas. T'as plein de fleurs roses qui donnent des couleurs différentes. Hein. C'est comme je te dis, c'est pas la couleur de la fleur qui donne la couleur de la plante. J'avais retenu. Mais bon, bref, voilà, j'ai envie de pouvoir m'acheter du matériel de loisir créatif si j'ai envie, du tissu, etc. Mais après, et puis du chocolat. Bien sûr. C'est important le chocolat. Alors qu'on sort de Pâques. Est-ce que tu penses que on continue sur l'arrière du podcast ou est-ce qu'on le fera une autre fois? Parce que je sais pas toi tes durées d'épisode, mais moi 1 heure, je pense que c'est bien. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'on fait une clôture, une conclusion? On peut clôturer et puis après on peut faire un bonus pour ceux qui ont envie d'écouter. Parce que on peut aussi, tu vois, dire bon ben voilà, là on va passer à la partie un peu coulisses. Si ça vous intéresse d'écouter, vous continuez, puis sinon bah ciao. Ouais, c'est ça. Et bah, moi, si je peux faire ma petite conclusion auprès de tes auditrices et auditeurs, vas-y. Ouais, attends, si tu me le permets, je vais chercher mes bouquins. Comme ça, on fait la conclusion du truc. Ouais, vas-y. Parce que, évidemment, j'y ai pas pensé avant. Comme ça, il y aura qu'à 1 minute 7 où tu pourras... Ouais, t'inquiète, j'ai fait mes petits coupages, mes petites coupes. Donc, du coup, moi, si je devais te dire un truc à tes auditrices, c'est essayer la couleur végétale. Donc, soit commencer dans la cuisine si elles ont envie. Sinon, il y a énormément de témoignages sur le podcast Haricots Verts parce que c'est que ce sujet-là, mais elles trouveront des supports hyper passionnants, la parure florale, la plume, enfin vraiment, on fait vraiment des trucs de dingue. Donc essayez, allez vous former et soyez singulière par cette couleur parce que pour moi, c'est vraiment la couleur de demain et ça donne tellement un plus. Donc voilà, donc il y a le podcast Haricots Verts. Moi, pour fêter les 2 ans du podcast Haricots Verts, j'ai lancé un magazine en ligne dont le numéro 1 est gratuit. Donc, si elles ont envie de s'inspirer, ouais, parce que c'est du boulot, on en parlera dans la partie d'après, mais si elles ont envie d'aller s'inspirer, de regarder ce qui est fait, les défilés de mode et les accessoires, les sacs, les trucs, enfin bref, allez voir ce magazine qui est offert, le premier, voilà. Et après, bah, comme toi, derrière le podcast, il y a la communauté Patreon où c'est du partage de liens, d'entraide, etc. Et je vous invite à aller voir, je vais pas tout vous raconter, j'ai beaucoup de mal à me vendre, donc je te laisse la parole, Mélanie. Je sais que tu as des livres à nous montrer, tes 2 bouquins. Oui, alors juste avant de vous montrer le mien, il y a celui-ci que j'ai reçu il y a pas longtemps chez Dorian. Prendre la laine naturellement. Qu'on a reçu sur le podcast. Il est à l'envers, mais vous remettrez à l'endroit. Non, que j'ai pas reçu Dorian Maison Septembre, mais effectivement, allez-y. Et non, mes livres à moi, c'est Comment créer votre podcast. Donc ça, c'est le 2e, donc là, sur la création de podcast, si ça vous intéresse. Et le premier, voilà, mon premier bébé de papier, mon entreprise créative, c'est mieux comme ça. Ouais. Voilà, qui est issu du podcast, qui est en tout cas largement nourri par les témoignages du podcast. Il y a plein de, par exemple, voilà. Le témoignage, par exemple, en bas ici, là, de Sabine, qui a témoigné dans le podcast, et puis une petite partie inédite ici, voilà. Et donc tous les sujets, c'est est-ce que je suis prête, comment je connais le marché, les différentes manières de vendre, le business plan, tout ça. La création sous un angle éthique et durable. Et après, une fois que je me suis lancée, adopter une posture d'entrepreneur, apprendre, définir sa marque, créer son entreprise, financer son projet, savoir mettre en avant son travail, fixer ses prix, vendre, créer son site web, sa boutique, etc. Et puis après, il y a une partie, je me développe encore plus, piloter son activité, déléguer, challenger sa créativité, monter en puissance, diversifier, etc. Bon, ça parlera pas mal. Ouais, c'est clair, ça parlera pas mal aux auditeurs. En tout cas, j'espère que ça inspirera. Ok, et j'essaie aussi que t'as... Ouais. Ouais, non, j'en ai encore 10 à vendre, dédicacés sur ma boutique, si vous... On mettra les liens. Je sais que tu fais aussi des formations, que tu as aussi des communautés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Yes. Est-ce qu'on peut couper à 1 minute 11? Je me mouche. Ouais, vas-y. Je vais même t'enlever le son. On pourra pas couper à la vidéo, hein? Non. Je t'entends plus, hein? Tu coupes à la vidéo? Je sais pas, je l'ai pas jamais fait, mais on pourra essayer. Bon, donc j'ai un challenge de couper la vidéo. Merci Mélanie. Donc, tu as un club
des ateliers, des formations. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? C'est ça. Le club Fémin, l'idée, c'est un peu comme ton Patreon, c'est d'avoir en fait finalement des contenus supplémentaires pour les personnes qui veulent soutenir le travail du podcast. Qui, on le rappelle, n'est financé par personne. Hein. C'est pas comme sur YouTube où à un moment donné on gagne un peu des sous-sous de YouTube. Là, c'est pas le cas. Spotify nous donne pas un rond. Donc les podcasts, ils sont financés soit par les auditeurs. C'est assez rare parce qu'on n'a pas cette culture du don, du pourboire et tout ça. Il Moi, est financé. moi si. Moi là, c'est vraiment eux. Voilà. Moi, j'ai pas réussi. Et puis sinon, il est financé par de la publicité, hein, comme sur tous les médias, donc voilà, avec des annonceurs, mais qu'il faut aller chercher, qu'il faut convaincre, tout ça. Voilà, puis après, effectivement, tout ce qu'on propose à côté pour vivre de cette activité. Et après, c'est pas que un enjeu économique, parce qu'encore une fois, moi, j'adore transmettre et tout ça. Pendant très longtemps, j'ai enseigné le marketing digital à des étudiants, avant en entreprise aussi, quand j'étais en agence. Donc moi, voilà, j'adore transmettre, donc c'était un peu une évidence. Et très très vite, j'avais cette envie. J'ai mis longtemps à la concrétiser. Encore une fois, on fait des trucs par étapes. Mais voilà, j'avais pendant très longtemps envie de faire ça. Donc effectivement, j'ai lancé l'année dernière une plateforme de formation. La formation, des fois, je me dis que ça fait un peu peur aux gens parce qu'on sait pas. Enfin voilà, on se projette dans un truc compliqué qui va demander beaucoup d'argent, etc. Moi, c'est pas le cas. Je trouve assez accessible en termes de. Là, je vais lancer un abonnement en plus, donc on peut sans engagement. Donc voilà, je trouve que c'est assez accessible. Donc un petit cocon entre entrepreneuses créatives, voilà, beaucoup de formats audio pour continuer à créer pendant ce temps-là. Je suis parfois un petit peu, j'ai un petit rejet de la vidéo, j'ai l'impression de perdre mon temps, donc j'aime bien faire autre chose. Même devant une série, souvent je prends mon sashiko, de la broderie, un truc pour voilà pour occuper mes mains. Donc dans cette même logique d'apprendre des choses sur l'entrepreneuriat créatif, donc la partie vente, marketing, juridique, admin, tout ça, tous les sujets en fait de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est Club Fémin. Non, ça c'est Copilote. Ça, c'est Copilote. Voilà, la plateforme de formation, d'accompagnement. D'accord, ok. Ce petit cocon, c'est Copilote. Et puis à l'intérieur de Copilote, je fais des ateliers en visio. Il y a aussi des contenus vidéo accessibles gratuitement. Par exemple, un sur préparer son premier stand. Quand on vend sur un marché, sur un salon, etc. Ça, c'est gratuit, c'est en accès libre. Un autre, justement, celle dont je parlais, que faire pour vendre plus, enfin, pour vendre. Voilà. En gros, je vends pas suffisamment, que faire. Donc, pareil, vidéo accessible sur YouTube et il y a des bonus sur Copilote. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de transmettre tout ça. Et surtout, ce qui me tient à cœur, c'est d'aider, de contribuer à ce que les personnes qui soient pas bien dans leur boulot puissent évoluer vers autre chose, toi, qui les épanouissent davantage. En side business, enfin à côté de leur travail, s'ouvrir un peu sur des loisirs créatifs. Parce que en fait, il y a trop de personnes, je trouve, qui sont pas bien en fait dans leur boulot, qui vivent des situations inconfortables, voire toxiques et tout ça. Et en fait, on a besoin de la création dans nos vies. Déjà quand ça va pas, tu vois, au boulot ou dans la vie perso, à chaque fois, moi, je me raccroche à ça, à la création. D'ailleurs, t'as recommandé des livres. Moi, je voudrais en recommander un. C'est Comme par magie d'Elisabeth, je ne sais plus quoi. Guibert, exactement. Ce livre-là où, en gros, remet la place de la créativité, de la création au cœur du truc, et on en a besoin. Et même nous, en tant que podcasteuses, on crée le contenu, les épisodes, les trucs, et c'est vraiment une partie que j'adore. Donc, ce que je te propose, si t'es OK, on clôture là pour la partie loisirs, couleurs végétales. Ouais. Et on attaque quelques minutes la partie les dessous des coulisses des podcasts. Vie ma vie de podcasteuse. Vie ma vie de podcasteuse. On se dit un petit quart d'heure là-dessus. Ça te va? Allez, vendu. Allez, c'est parti. Si vous avez envie de continuer d'écouter, vous êtes les bienvenus. On ne rejette personne, c'est juste qu'on change un peu de sujet. C'est juste qu'on change un peu de sujet et que pour une fois qu'on est entre podcasteuses et qu'on peut raconter les coulisses, c'est très agréable. Donc,
Je voudrais revenir sur le premier point que tu as cité, c'est l'histoire du financement d'un podcast En fait, il y a 2 trucs, moi, que je voudrais dire derrière un podcast. Il y a le fait que ça n'est pas financé. Et comme tu dis, contrairement à YouTube, on ne touche rien des plateformes qui nous hébergent. Pourtant, il y a de plus en plus de plateformes qui nous hébergent. Je crois que moi, j'en ai 12 ou 10. Enfin, tu sais, Ocha, qui est ma plateforme d'hébergement, l'envoie sur 12 plateformes. Je ne reçois rien du tout. J'ai la chance d'avoir des auditeurs qui contribuent au financement du podcast. C'est-à-dire, quand j'entends le financement du podcast, c'est ces outils, tu vois, la Riverside, notre studio virtuel en ligne où on enregistre, le matériel, les micros qui nous coûtent, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est surtout les abonnements qui nous coûtent cher, d'hébergement, de studio en ligne, et le temps qu'on y passe. Je me souviens, la première fois que j'ai mes premiers épisodes de podcast, 1 heure d'enregistrement, j'y passais 3h30, 4 heures à monter le podcast. Donc, ça prend énormément de temps. Personne ne nous donne de l'argent. Pourtant, tout le monde nous dit que c'est hyper important et que si ça s'arrête, on perd quelque chose. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait un financement participatif en fin d'année 2024, où les personnes ont financé la saison 2025. Donc ça, franchement, merci à tout le monde. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent soutenir le travail sur Patreon. Donc avec 2 types d'abonnements, tu vois, un petit abonnement à 7 € et un plus gros premium à 19 €. Pareil que toi, ils ont des avantages différents. Et pareil, ça va bouger. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est de toujours défendre à fond la couleur végétale. Mais là, d'aller encore plus loin, c'est-à-dire aller aussi chercher des clients pour les acteurs de la couleur végétale. Tu vois, que je fasse un peu la commerciale, entre guillemets, et que je redistribue, enfin pas je redistribue, mais en gros je propose les talents de chacun, quoi, tu vois, parce qu'en fait, moi je suis tellement C'est la mise fière. en relation. Exactement, je suis tellement fière de parler de tu cherches quelqu'un sur la marqueterie de paille, ah bah tiens, appelle Stéphanie Trollet. Tu cherches quelqu'un sur... Bon bref, j'aime bien ça et j'aime bien la mise en relation. Voilà, j'aimerais que Haricots Verts, en plus de continuer à fédérer autour de la couleur végétale et de démocratiser cette couleur végétale qui est peu connue, et ben ça apporte d'autres services. Voilà, moi c'était ça. Déjà dire que on a besoin de soutien, qu'il faut pas que ça s'arrête. Tu vois, quand Patreon, ton abonnement il s'arrête, en fait si toi tu t'arrêtes puis ton voisin s'arrête, et ben en fait le podcast s'arrête. Enfin moi j'en suis là. Le temps que ça prend et puis le fait qu'il faille trouver énormément de diversité de revenus à côté du podcast. Je sais pas toi combien tu as d'activités à côté, mais moi là si j'en compte, j'en ai 7 quoi. Mmh. Voilà, je sais pas toi les premiers coulisses que tu voulais mentionner, parce qu'il y en a tellement. Oui, 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 non, mais je partage complètement sur les difficultés du financement. Moi, pour écrire le bouquin sur la création de podcasts, j'ai interviewé une douzaine de personnes du secteur. Ça, c'était l'été 2023 où je l'ai écrit. Et les choses se sont pas franchement améliorées depuis, mais l'idée, en fait, qui ressort, c'est que c'est difficile de vivre d'un podcast. Et qu'en fait, les studios de podcast qui se sont montés au fur et à mesure des années, donc pas des personnes comme toi et moi qui étaient solopreneurs, etc., mais qui quand même réussissent à poursuivre leur podcast, donc ce qui est quand même un combat quelque part, vu qu'effectivement c'est très chronophage. En fait, c'est les studios plus ou moins indépendants se sont fait racheter. Il y a plein de podcasts qui arrêtent. Et en fait, il y avait une stat, alors je l'ai plus bien en tête, mais en gros, quand on a un podcast quand même qui est régulier depuis quelques années, on fait partie du du petit pourcentage de. Moi, j'ai entendu la majorité des épisodes des podcasts s'arrêtent au bout de 7 épisodes. Ouais. Tu as combien d'épisodes, Mélanie 232. Ouais, voilà. Pareil, j'en suis je sais plus entre ce que j'ai monté qui est près d'avance ou ce qui arrive, mais tu vois. Mais non, mais donc déjà, moi j'aimerais qu'on se lance les fleurs toutes les deux par rapport à ça. Non, mais attends, parce que sinon personne le fait. C'est un boulot de malade. Enfin, quand je pense aux heures que je passe sur Audacity à monter et à enlever les de mes invités ou les miens ou mes âneries. Je me dis, et puis de continuer, tu vois, toutes les semaines, il y a des invités différents, d'aller chercher les invités, mais enfin, tu vois, voilà. Et moi, la révolution que j'ai faite
qui est lié à la situation. C'est-à-dire que, comme je t'avais expliqué, moi, j'avais le droit à Pôle emploi jusque là. Ça s'est arrêté il y a une semaine. Et ben, en fait, avant, je faisais un peu ma mère Teresa. C'est-à-dire, j'avais Pôle emploi qui me payait et moi, tout mon temps, je le donnais pour mettre en avant des acteurs dans un domaine sans aucune rémunération. Et en fait, c'est pas possible, c'est plus possible. Donc du coup, comme je t'ai expliqué, j'essaye maintenant de faire payer l'intervention dans le podcast. J'essaye aussi ce magazine en ligne, je l'ai créé, donc le premier numéro est gratuit. Mais en fait, l'idée, c'est en achetant un magazine du podcast Haricots Verts, en gros, tu soutiens le projet Haricots Verts. Parce que moi, mon objectif, c'est de continuer à laisser tous mes épisodes de podcast gratuits pour tout le monde. Sauf qu'à un moment, t'as vu ce que ça nous coûte, les plateformes, les trucs. Et puis en plus, on a aussi l'inflation. Tu vois, d'une année à l'autre, ça augmente. On a la mode de la vidéo, le podcast vidéo, bah pareil. Donc tu dois augmenter tous tes abonnements. Non mais c'est vrai, pour avoir le format vidéo. Je viens de me mettre à la vidéo, donc c'est pour ça que je ricane parce que bah oui, on y passe tous. Donc le format podcast, bon bah sans surprise, oui, il y en a très peu qui en vivent. Donc du coup, il faut diversifier ses activités. Toi, tu fais de la formation, tu fais des livres, t'as des missions à côté de sponsoring. Oui. Alors moi, les revenus en fait, j'ai des revenus directs du podcast et des revenus indirects. Mais c'est vrai que il y a quasiment tous mes revenus qui viennent du podcast. Donc à la fois c'est une chance et à la fois c'est une chance. Ça a été beaucoup de travail, mais donc voilà, c'est vrai que c'est très lié au podcast. Et je crois qu'il n'y a pas un client que j'ai en conseil en marketing qui n'est pas de près ou de loin lié au podcast. Et les créatrices qui nous rejoignent sur Copilote, par exemple, ou dans les ateliers, viennent aussi, ce sont des auditrices du podcast. Ça paraît un peu calculé au départ tout ça en disant ah bah oui mais du coup voilà c'était ou la suite logique ou je sais pas quoi, et la réalité c'est que c'est pas ça, mais en fait on a tellement envie de faire quelque chose tous qui nous passionne que bah voilà on se démène pour dire bah voilà à partir de là j'ai réussi finalement à développer un média. Alors je le dis maintenant au bout de 5 ans hein, évidemment au bout d'1 an ou de 6 mois je la ramenais pas comme ça. Maintenant, je me dis, bah oui, c'est un média, en fait, au même titre qu'un magazine, qu'une chaîne YouTube et tout ça, qu'une créatrice de contenu sur Instagram, c'est un média, et donc, effectivement, il faut arriver à le faire vivre et à le rémunérer. Moi, pendant 3 ans et demi, j'étais salariée, donc, puis j'avais des responsabilités, et puis une famille, et puis tout ça, enfin, puis la vie, quoi, donc, comme tout le monde. Et donc, c'est vrai que, oui, il faut quand même se battre pour arriver à faire tout ça. Et qu'à un moment donné, souvent en fin de saison, et puis pendant longtemps, justement, je considérais pas les choses comme des saisons. Tu vois, je faisais pas de pause d'été et tout parce que j'adorais ça. Puis j'adore toujours autant. Mais maintenant, j'ai un peu plus la voix de la raison qui me dit, tu vois, toujours dans ces périodes-là, là, printemps et tout, je commence à dire, là, vivement que j'arrête. Mais pour avoir à nouveau très envie de reprendre. Et puis en réalité, j'arrête jamais vraiment parce que j'ai toujours une rediff à faire, etc. Puis à préparer les épisodes de la rentrée. Et les sponsors de la rentrée et tout ça. Donc là, je pense que j'ai à peu près bouclé les épisodes et les invités jusqu'à début juillet. Et puis maintenant, il va falloir que je prenne encore plus d'avance sur les épisodes de la rentrée. Moi, j'ai pas autant d'avance que toi quand même. Moi, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai eu la chance au début d'être partie pas sur la bonne dynamique. C'est-à-dire que moi, tout au début, quand j'ai lancé le podcast en février 2023, donc j'ai que 2 ans et demi, donc la moitié de ton expérience, je voulais, comme une grosse dingo, partir sur un épisode le jeudi, un épisode le samedi. Et en fait, j'ai vite eu des messages des gens sur Instagram ou des auditeurs du podcast en me disant, mais attends, Pauline, on n'a même pas le temps de les écouter, en fait. Ouais. Donc, tu vois, toute l'avance que j'avais d'en avoir planifié 2 par semaine, et ben, en fait, ça fait que j'ai toujours des épisodes en stock et beaucoup d'avance. Alors, des fois, c'est pas cool dans le sens où t'enregistres avec un invité et finalement l'épisode sort 4 mois ou 3 mois après. Ça, c'est un désavantage. Mais par contre, moi, c'est ça qui fait que je tiens parce que, en plus de la difficulté économique, si en plus j'avais la pression de cheval de me dire, j'ai pas mon épisode pour samedi, ça, je le vivrais hyper mal. Donc, dans un sens, non mais tu vois, voilà. Moi, je sais que, ok, bah, des fois, les épisodes, tu les entends
3 mois après. Si t'es pas content, et tu viens sur Patreon parce que sur Patreon, tu les as ultra frais. Ultra frais. C'est-à-dire, ils sont montés, l'invité les valide, hop, ça passe sur Patreon. Tu vois? Donc, voilà. Donc, tu veux du contenu hyper frais, tu veux être à la dernière tendance, la sortie, le truc, l'étude scientifique, le machin, le chercheur, la nouvelle marque, t'es sur Patreon, t'as tout. Mais voilà, moi, c'est ça qui me fait tenir. Après, la diversité des sources de revenus, comme tu dis, donc toi, tout est lié au podcast, moi, pareil. C'est-à-dire que, alors, je fais des trucs un peu surprenants à côté du podcast, mais pour tenir le coup, tu vois, c'est qu'en gros, moi, j'ai un peu des missions, pas homme à tout faire, mais presque, du moment que ça nourrit ce que j'ai fait dans mes précédents métiers, donc chef de produit, acheteur, RSE, environnement, etc., et gestion de projet plus largement, mais en lien avec la couleur végétale. Donc, ça peut être accompagner des entreprises, réfléchir à des filières, à des structures, à des projets, et un truc que j'adore et que j'ai pas dit, je pense qu'il y a pas grand monde qui le sait, donc non, je pense qu'à part ceux qui travaillent avec moi, mais c'est que tu vois, je propose des missions de communication autour de la couleur végétale. C'est-à-dire de mes invités ou des gens dans la couleur végétale, je leur propose de travailler leur communication. Ouais, mais ça, tu vois, c'est une info exclusive parce que personne ne le sait. Mais en fait, je voulais absolument assurer la suite d'Haricots Verts, que ce podcast continue gratuitement. Pour moi, c'est ma mission, c'est ce qui me donne du sens, tu vois, aujourd'hui. Mais pour ça, il faut continuer à avoir des membres Patreon, il faut continuer à ce que les produits, tu sais, moi j'ai des produits outils à côté, l'annuaire des acteurs de la couleur végétale, des bibliographies avec toutes les ressources autour de la couleur végétale, tu vois, par domaine, etc. Tous ces produits outils, si les gens les achètent pas, en gros, ça fait pas vivre le projet. Donc il y a ça. Moi, de mon côté, il y a le sponsoring que j'ai lancé il y a pas longtemps, c'est-à-dire 30 secondes. Je les réexplique aux gens parce qu'il y en a plein qui sont pas familiers avec tout ça. Les 30 secondes avant le podcast où voilà, il y a une annonce et moi c'est sur le mois. Toi, je sais que c'est par épisode. Moi, j'ai choisi au mois. Tu sais pourquoi? Juste parce que je suis une grosse flemmarde et que au moins, tu vois, je le mets et ça reste tout le mois sur mes 4 épisodes qui sortent. Ça se fait automatiquement et c'est beaucoup plus facile pour moi à gérer. J'ai le sponsoring du magazine maintenant. Tu vois, avec s'il y a des gens qui veulent écrire des articles, c'est très bien, mais je fais contribuer. Et tu peux aussi sponsoriser, donc mettre ton petit logo à la fin. Ça, je vais le lancer parce que là, pour le 3e magazine, ce sera vraiment sur l'artisanat et je sais que il y a pas mal de gens qui veulent mettre leur patte. Et après, l'émission donc de ghostwriting sur LinkedIn, donc aider à la communication des chefs d'entreprise ou des acteurs de la couleur végétale. Après, globalement, c'est tout, quoi. Et donc, j'essaye de diversifier encore. Oui. Non, mais de toute façon, après, ça se construit avec le temps. Et justement, les demandes que tu as et tout ça. Moi, maintenant, je fais de l'animation de rencontres sur les salons de loisirs créatifs. Ça s'est construit avec le temps. Quand j'ai créé le podcast, j'en étais pas à me dire, ah ouais, je vais animer des rencontres. Voilà. Au final, c'est le même boulot, sauf que c'est pas dans l'intimité d'une conversation à deux via un ordinateur. Donc, c'est différent. Il faut gérer le public, etc. Le rapport à l'image aussi, c'est très différent. Mais de toute façon, c'est indispensable. Et encore une fois, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut diversifier ces canaux de revenus. Et voilà, moi, les principaux revenus que j'ai aujourd'hui de mon activité freelance, enfin, donc je suis plus du tout salariée, hein, de mon activité d'indépendante, c'est le conseil en marketing. C'est voilà, quand je travaille pour voilà, par exemple un réseau de salons de loisirs créatifs, je travaille pour voilà, alors ouais, l'aspect du conseil marketing, j'allais dire animer des rencontres, mais ça fait partie de mes revenus. C'est voilà, je travaille pour des illustrateurs qui éditent du tissu et qui éditent des petits coupons, les ventes sous forme de kits, etc. Et je m'occupe du site web. Voilà, je fais des newsletters, etc. pour des marques créatives. J'ai travaillé pendant longtemps pour une marque aussi de pochoirs créatifs. Donc voilà, c'est ça. La face cachée derrière le podcast. Ouais, c'est ça. Hein. Mais en fait, j'ai un peu du mal à en parler. Tu vois, sur le quotidien, quand je vais montrer ce que je fais dans le travail au quotidien, c'est vrai que comme j'ai toujours le podcast en fil rouge, je suis toujours plus ou moins en train de monter un épisode, etc. J'ai tendance à montrer ça, tu vois.
une vidéo, une image d'Audacity en train de monter, etc. Mais je le fais pas quand c'est pour mes clients. Je leur ai pas posé non plus la question, est-ce que je peux parler du fait que je travaille pour toi sur la partie marketing, etc. Il y a des clients où je l'ai dit dès le départ, et j'en ai parlé, par exemple, donc Griffographe, les pochoirs créatifs. On avait raconté l'histoire, que c'était grâce au podcast qu'on s'était rencontrés, et puis un petit moment après, on a commencé à travailler ensemble. Mais finalement, pas les autres marques. Donc je sais pas trop si je peux en parler, en même temps, il faudrait juste que je demande. Ouais, moi je sais que j'ai pas le droit. Toutes les missions pour lesquelles les entreprises... Donc, je travaille sur la communication d'artisanes. Je fais beaucoup de conseils auprès des artisanes que je faisais gratuitement via Patreon. Donc, toutes les membres ont le droit à, tu vois, réfléchir autour d'un produit, une formation, tout ce que tu veux. Et maintenant, je vais lancer l'aide, mais en étant rémunérée juste un petit peu. Par contre, la partie entreprise, ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu au départ. De toute façon, tout ce qui se passe, j'ai l'impression avec ce podcast, c'était pas prévu au départ. Jamais de ma vie, après avoir été directrice produit et RSE dans une boîte de produits locaux dans l'alimentaire, j'aurais cru, tu vois. Enfin bref. Donc tout est un peu par hasard. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, là, les entreprises qui me contactent, d'emblée, la condition, c'est d'être sous accord de confidentialité. Donc, dans tous les cas, toute ma vie, toutes mes coulisses d'activité à côté du podcast, je peux pas en parler. Mais mon objectif, c'est que ça nourrisse toujours la filière de la couleur végétale. C'est-à-dire que j'ai refusé des missions qui, pour moi, servaient pas à la cause, clairement. Donc voilà, donc ça déjà, tu vois, être droite dans ses bottes, ça me fait bien plaisir. Sauf que je peux pas le crier sous tous les toits, mais voilà. Et donc moi, les clients avec qui je travaille, ils veulent pas qu'on dise que je travaille leur com, ils veulent pas qu'on dise que je réfléchis à leur stratégie, ils veulent pas qu'on dise que... Mais c'est grâce à leur mission, grâce à leur contribution, que le projet Haricots Verts continue. Donc et pareil, tu vois, je fais des interventions en entreprise. Pareil, s'il y a des entreprises qui veulent me faire intervenir, etc., il y a pas de problème. Sauf que je peux pas en parler vu que j'ai pas le droit de donner le nom de l'entreprise. Voilà, c'était simple. Mais voilà. Donc en gros, voilà les activités à côté. Ouais. Non, mais cette diversité dans les revenus, elle est primordiale, tu vois, quelle que soit l'activité qu'on fait. Parce que sinon, on est trop soumis aux aléas, en fait, d'un secteur par rapport à un autre. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est une expression un peu à la con, mais qui est tellement vraie. Ouais, qui est tellement. Ah ouais, qui est tellement. Et ça, tu te poses pas la question quand t'es salarié. Hein. Tu te dis pas bon, est-ce que j'irai miser ailleurs? Non, en fait, t'es salarié, quand même, t'es cool, quoi. Tu vois, moi, je me dis. T'es cool. T'es cool, sauf si t'as un patron relou comme ça a pu m'arriver, mais t'es cool. T'es cool sur ce plan-là. T'es cool sur ce plan-là, mais t'as d'autres galères. Ouais, t'as d'autres galères. Non, on est d'accord. Mais comme tu le disais en intro, en fait, peu importe en fait, c'est toi qui choisis tes galères. T'es solopreneur comme nous deux. Tu dors pas de la nuit, t'es obligé d'être tout le temps créatif de comment je vais survivre, j'ai plus France Travail, je suis plus salarié, machin, comment je vais faire. Non, mais tous les jours, quoi. Tous les jours. Non, mais c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est clair. Et tu vois plus du tout. Comment? Moi, c'était en février, France Travail. Ah ouais, tu vois. Et moi, en étant salarié, je réfléchissais un an et demi à l'avance, tu vois. Là, en étant solopreneur, clairement, hein, c'est un mois après l'autre. Ouais. C'est-à-dire là, France Travail s'est arrêté. On fait un mois après l'autre. Un jour après l'autre, un pas après l'autre. La dimension du temps est... Ouais. Donc, ça n'a rien à voir. Ah ouais, non, mais donc, enfin voilà, tu vois, qu'on vende des créations artisanales, je sais pas, des bougies, des créations cousus main, de la laine, tout ce que tu veux, c'est le même combat, tu vois, sur la prestation de service aussi. C'est clair. Et puis, on est tous des consommateurs irrationnels. Donc, tu vois, moi, j'ai plein de personnes qui me disent ah ben oui, c'est vrai que tu parles des fois de Tipeee, alors qu'en fait j'en ai parlé pendant genre 3 ans et demi, tu vois, sur chaque épisode. Et puis qui vont me dire en fait oui, mais bon, comme je suis en train de courir, de marcher, de cuisiner, je sais pas quoi, en fait c'est pas le bon moment, donc finalement je le fais jamais. Donc on peut le dire parce qu'on a toutes les deux un Tipeee. Toi t'as ton Tipeee qui s'appelle Fait-Main. Oui, sur fait main. Ouais. Alors, j'ai remarqué que les gens aiment bien avoir le choix, et donc il y a Tipeee, PayPal. PayPal, quand j'ai ouvert la possibilité de faire un don sur PayPal, ça, ça a déclenché entre guillemets d'autres personnes.
Et puis maintenant, le relais, c'est plutôt le club Fémin. Parce que justement, j'ai vachement de mal à mettre en place des contreparties un peu Intéressante. récurrentes, intéressantes, parce que vu que j'étais salariée pendant tout ce temps-là, sur les 3 ans et demi, les 3 premières années et demie, je voulais pas me rajouter cette contrainte-là. Enfin, je savais que c'était trop, quoi. Donc déjà d'arriver à faire un épisode par semaine au départ. Après, voilà, je suis allée jusqu'à 2 par mois ou 1 par mois selon les moments plus difficiles. Donc de se rajouter ces histoires de contrepartie, c'était compliqué. Donc effectivement, PayPal, le club Fémin, voilà. Mais le club Fémin, maintenant, il y a ses contreparties avec des audios supplémentaires. Et puis peut-être que comme toi, il faut que je fasse d'autres choses, d'autres types de contenus aussi, parce qu'effectivement, c'est quand même très entrepreneuriat créatif. Donc si je suis une créatrice amatrice, entre guillemets, j'ai pas de velléité à en faire un projet professionnel, effectivement, je me dis aujourd'hui, on va y trouver moins son compte. Donc voilà, il y a encore des choses à mettre en place. Tout le temps, ça s'arrêtera jamais. Bon, bah écoute, Mélanie, franchement, je pense que on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que tu en Ça penses? fait déjà un bon tour, On a fait déjà un sacré bon tour. Moi, je voulais vraiment te remercier parce que, avec grand plaisir. j'ai trouvé ton podcast sur Instagram. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette ce que tu faisais et j'ai trouvé que c'était quand même hyper diversifié, du papier à la céramique. Enfin, vraiment, il y a de tout. Donc, pour les auditeurs haricots verts, allez regarder ce que fait Mélanie parce que Allez, franchement, il y a tellement de choses que c'est top. Et si tes auditrices peuvent s'intéresser un petit peu à la couleur végétale et s'il y en a qui se lancent, bah, qu'elles hésitent pas à nous le dire à toutes les deux en disant ça y est, j'y vais. Franchement, on les accueillera à bras ouverts. Ça me ferait vraiment super plaisir, tu vois. Et si cet épisode a pu servir à ça, à vous faire découvrir la couleur végétale, je suis comblée. Et allez rencontrer les belles personnes de la filière tinctoriale parce que franchement, ça vaut le détour. Et oui, non, mais c'est... Après, tu sais, enfin, je veux pas relancer un sujet, mais il y a la guerre de l'attention, tu sais. Parce que c'est évidemment très intéressant. Moi, tu vois, j'ai pas fait d'épisode dédié au sujet, donc c'est pour ça que quand tu m'as dit, bah tiens, on ferait pas un épisode pour en parler, je dis, bah ouais. Il y a tellement de sujets intéressants dans la vie, mais voilà, on n'a pas le temps de tout faire, tout écouter, tout voir. Mais voilà, j'espère effectivement que ça aura donné envie d'aller découvrir un petit peu le podcast. Et puis oui, toute cette filière-là qu'on connaît pas et on peut déjà expérimenter. Alors, on mange pas de la betterave, c'est pas bon la betterave, hein. L'avocat, je suis plus d'accord. Bah, démarrer avec l'avocat. Mais il y a tellement de choses à faire que faut essayer, faut se lancer. Ouais. Oui, on fait nos propres expériences, c'est ça qui est beau, de façon qu'on aime dans la création. C'est De ça. tenter. Et puis, il y a des super formateurs en France et il faut profiter de cette avance qu'on a en France sur la couleur végétale. Ouais. Bon, bah, Mélanie, un grand merci. Merci à toi. J'arrête là, Et puis du à coup. bientôt. Ouais, à Ouais. bientôt. Salut.